Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Toute l'équipe Audencia est ravie, mais vraiment ravie de vous accueillir ce soir au sein du groupe TF1 pour cette nouvelle édition de la conférence inspirante Alumni. Donc on vous remercie d'être venus. Moi je m'appelle Estelle Prusker, je suis professeure à Audencia, je suis spécialiste de la communication et des médias. Je m'intéresse particulièrement à la façon dont les mutations numériques révolutionnent les pratiques journalistiques et les modèles économiques des médias. Donc je suis particulièrement heureuse de pouvoir être votre guide ce soir à travers cette soirée qui s'intéresse à la place des médias, notamment dans l'opinion publique. Mais avant de commencer notre soirée, vous allez voir qu'il y a un beau programme, c'est assez dense. J'ai le plaisir d'appeler sur scène un collègue, Vincent Montfort, directeur de l'offre Solutions Entreprises d'Audencia. Bienvenue Vincent, bienvenue pour cette première fois. C'est une première pour toi, donc bienvenue. Tu es arrivé, je crois, à Audencia il y a combien de temps? Alors, si on m'entend, pardon, bonsoir. Je suis arrivé à Audencia il y a moins d'un an. Donc, c'est effectivement ma première conférence inspirante pour Audencia Alumni. Je suis ravi. Moi, je tenais déjà à remercier l'ensemble des équipes qui ont travaillé à cet événement parce que, voilà, on y est. On va pouvoir assister à effectivement un programme assez riche. Mais avant ça, il y a toute une préparation. Et alors, je ne vais pas citer tous les noms parce que forcément, dans cet exercice, on oublie des personnes et c'est pas bien. Je vais juste citer celle qui a piloté ce projet depuis quelques mois et quelques semaines. Voilà, et je vous demande de l'applaudir bien fort parce que c'est beaucoup de travail, un peu de stress, mais ça commence à redescendre. C'est Sixtine qui est au premier rang, donc bravo. Merci Sixtine. Bon, Vincent, on a tout ce beau parterre de diplômés. Je pense qu'ils ont envie d'avoir un petit peu d'informations sur l'école. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'actualité de l'école ? Bien sûr. Alors, effectivement, après, chacun est issu de différentes promos, différentes années. Donc, l'école a un peu évolué pour certains, beaucoup évolué pour d'autres. Donc, peut-être partager avec vous quelques chiffres sur cette année qui se termine et il va bientôt commencer, parce qu'on a d'ailleurs débuté les oraux. Donc, j'en profite si vous voulez vous inscrire et venir écouter les futurs étudiants et diplômés d'Audencia. Vous êtes toujours et bien évidemment les bienvenus. Donc aujourd'hui, Audencia, c'est différents programmes, différentes écoles aussi. C'est 7800 étudiants aujourd'hui, répartis sur de différents campus en France, à l'international. 4 campus dans l'Ouest, 3 à Nantes, 1 à La Roche-sur-Yon. Et puis effectivement, depuis maintenant quelques années, un campus parisien qui se développe fortement, qui va continuer de se développer avec un nouveau bâtiment qu'on espère normalement pour le début d'année prochaine. Je parle sous le contrôle de notre directeur général adjoint, Christophe, qui est au premier rang et qui est notamment en charge de ce sujet. Donc voilà, donc nouveau programme, un développement aussi qui continue. C'est une grande école, toujours dans le top 10, qui fait partie des 1% des écoles dans le monde à avoir une triple accréditation. Donc on continue de la développer, de se développer dans un marché qui n'est pas toujours très simple, très concurrentiel. C'est assez nouveau pour le monde des écoles. Mais voilà, donc une école qui développe des nouveaux partenariats. Vous l'avez peut-être vu dans la presse ces dernières heures, derniers jours, notamment avec un nouveau partenaire qui est Stanford. Donc Audencia, votre école fait partie des très très peu d'écoles dans le monde à avoir un maximum d'accords avec les plus belles universités en France et à l'étranger. Donc voilà, et puis plein de nouveautés aussi à venir, puisqu'on a un plan ECOS que vous avez peut-être suivi, qui était de 2020-2025, un plan stratégique qui se termine. Et on va préparer les 5 prochaines années dans les prochaines semaines. Le futur plan stratégique. Exactement. Futur plan stratégique. D'ailleurs, merci à ceux qui ont partagé et qui ont donné leurs idées pour justement imaginer ce que doit être ou peut être Audencia pendant 5 ans. Dans un monde que vous connaissez, vous êtes des professionnels, vous êtes dans l'entreprise, donc vous savez que les choses ont un petit peu évolué ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc, comme une école, c'est aussi une entreprise, donc on doit se préparer à l'avenir, imaginer différents scénarios, et c'est tout l'intérêt de ce plan stratégique qu'on dévoilera à la rentrée fin septembre et qui annoncera effectivement. Alors après, un plan stratégique, vous le savez aussi, dans ces périodes, sur 5 ans, il y aura peut-être des changements, mais enfin, ça va nous donner une ligne de conduite, un phare pour permettre à des étudiants de continuer à se former, de pouvoir intégrer, comme vous l'avez fait à la sortie, le monde professionnel, choisir là où ils ont envie d'aller, là ce qu'ils veulent faire, et c'est aussi notre rôle, et puis de continuer d'accompagner aussi les entreprises, vous accompagner, parce que ça fait partie des événements comme ce soir. Je pense que Mathieu et Emmanuel vous en parleront tout à l'heure, mais le lien avec vous, il est très important, donc merci d'être là, merci de vous mobiliser, merci de rester accrochés, attachés à votre école. On rentre dans une période où effectivement nos étudiants actuels vont avoir besoin de vous pour trouver des stages, un apprentissage, un emploi.
Voilà, le marché il est un petit peu différent là, parce que voilà, vous le vivez, je ne vais rien vous apprendre ce soir. Donc on a besoin de cette solidarité, on a besoin de ce lien avec les alumni. Il est fondamental. À nous de le réinventer. Et ça, pour ça, on va aussi se rapprocher de vous dans quelques temps. Donc voilà, ouais, beaucoup de projets à venir et l'école continue de se développer et est toujours là. Donc, et c'est aussi grâce à vous. Donc merci beaucoup. Bravo à vous. Ce soir, on est sur un thème qui touche à la place des médias dans la société. Est-ce que ce thème t'inspire, Vincent ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Bon, tu connais la réponse ? Non, j'ai pas du tout répété la réponse. Ce thème m'inspire. Déjà en tant que citoyen, bien évidemment. Et avant Audencia, il y a aussi Sylvie. Je vous dis, moi je suis arrivé il y a un peu moins d'1 an. J'ai passé près de 20 ans de vie professionnelle dans une autre grande maison de la place parisienne. Donc forcément, ce sujet, il me parle. Et il me parle puisque, comme certains peut-être d'entre vous qui travaillent dans les médias, j'ai vécu une période il y a quelques temps qui s'appelait le Covid, où on a pris l'importance, l'enjeu, on a compris à quoi servait notamment un média à ce moment-là, notamment où là on voyait apparaître un peu tout. Rappelez-vous, à ce moment-là, les fake news, les réseaux sociaux. Et les médias sérieux ont trouvé une place à ce moment-là d'apporter une réponse aux Français, aux personnes sur des problématiques qu'on ne connaissait pas. Et c'est vrai que quand l'équipe Alumni me parlait de ce projet, je dis mais forcément aujourd'hui avec tout ce qu'on vit en plus, c'est un sujet. En plus on a la chance de pouvoir le faire à TF1 qui est l'une des plus grosses rédactions de France. Voilà, c'est important de comprendre ce qui se passe. On a besoin d'avoir justement, je parlais de phare tout à l'heure pour Audencia, les médias doivent l'être aussi, permettre de s'informer avec des angles, bien évidemment. Et c'est important de soutenir ce secteur-là et de pouvoir comprendre aussi comment ça fonctionne. Et puis effectivement, en sachant décrypter, donc ça va être tout l'enjeu de ce soir. Donc on est ravis de pouvoir partager ça avec vous, de profiter bien de cette soirée. Et puis effectivement, ce genre de rendez-vous... En tout cas, moi, je compte les multiplier pour que on maintienne ce lien. On continue de vous apporter toujours ce qu'on vous a apporté lorsque vous étiez sur les bancs des différents programmes et des différentes promotions. Voilà, de l'information pour vous permettre d'avoir un sens critique et de maintenir le lien entre nous. Donc, hâte de voir les débats qui vont être passionnants. On va rentrer dans le vif du sujet. Lançons cette soirée. Avant de passer sur la partie débat, on a plusieurs premières parties. Donc, une première partie... On vous propose un peu de planter le décor du sujet à travers la présentation d'extraits d'un baromètre qui est publié tous les ans, qui est le baromètre de la confiance des Français dans les médias, qui est le baromètre Lacroix, La Poste, Verian. Souvent, vous en avez entendu parler, en général en janvier. On en parle beaucoup et vous allez voir que leurs résultats sont particulièrement intéressants. C'est un baromètre qui existe qui est sur sa 38e édition, donc qui permet aussi de voir évoluer cette attitude, posture des Français vis-à-vis de leurs médias, des médias en général. Donc pour ce faire, je vais appeler sur scène Guillaume Caline, qui est directeur enjeux, public et opinion chez Verian Group. Merci, bonsoir à tous. Je suis effectivement ravi d'être ici ce soir pour vous présenter donc les quelques résultats de ce baromètre en 10 minutes. Essayer de vous présenter à la fois 2 paradoxes et 3 défis qui concernent les Français et leur rapport aux médias. C'est des résultats qui sont extraits de ce baromètre qu'on réalise avec Lacroix et en partenariat avec La Poste depuis 38 ans. La première édition avait lieu en 1987. À l'époque, c'était sous notre ancien nom de la Sofres. C'est vrai que le nom Verian n'est pas encore très connu, mais on est le successeur de cet institut de sondage. Et donc, on a réalisé la dernière vague de cette enquête en novembre de l'année dernière. Et comme chaque année, on a interrogé un échantillon représentatif de Français pour essayer de comprendre, et c'est ce qu'on cherche à faire depuis 38 ans, cette relation un petit peu compliquée que les Français ont avec leurs médias, qui est une relation faite d'amour, parfois de haine, en tout cas une relation assez compliquée, et que je vais présenter effectivement à travers déjà un premier paradoxe qui nous frappe quand on interroge déjà le rapport des Français avec l'actualité. Finalement, est-ce qu'on veut continuer à s'intéresser ou est-ce qu'on dit stop? Et est-ce qu'on dit stop parce que c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé, ces derniers mois en tout cas, on a beaucoup parlé de
fatigue informationnelle, d'infobésité et finalement de la fatigue que peuvent éprouver les Français à l'égard de l'actualité. Et de fait, dans la dernière vague de notre baromètre, on a 82% des Français qui disent ressentir de la fatigue ou même du rejet par rapport à l'actualité, dont 51% qui disent le ressentir souvent. Et c'est particulièrement le cas chez les plus jeunes des Français. Et quand on creuse un petit peu les raisons de cette fatigue ou de ce rejet, ce qui ressort en particulier, c'est à la fois le sentiment souvent d'angoisse par rapport à une actualité qui est certes pas toujours très réjouissante, et puis aussi de sentiment un petit peu d'impuissance par rapport à ce que peuvent nous dire les médias au sujet de l'actualité. Donc 82% des Français qui ressentent de la fatigue, et dans le même temps, on a 76% des Français qui nous disent suivre l'actualité avec un grand intérêt. Et quand on regarde d'ailleurs sur le temps long de notre baromètre, c'est un niveau qui est assez haut. Vous voyez là ici le pourcentage de Français qui disent suivre l'actualité avec un grand intérêt depuis 1987. Et on voit qu'après une période assez creuse d'ailleurs au moment du Covid, on est ces dernières années sur des niveaux d'intérêt pour l'actualité qui sont assez hauts. Alors comment expliquer ce paradoxe à la fois d'un intérêt fort pour l'actualité puis en même temps d'une fatigue qui est largement partagée? Je pense qu'il y a d'une part une majorité des Français qui effectivement continuent de considérer que c'est important de s'informer, que ça fait partie en fait des devoirs aussi d'un citoyen éclairé, de comprendre comment le monde fonctionne, ou d'essayer de le comprendre en tout cas, et donc de s'intéresser à l'actualité. Et dans le même temps, il y a aussi une difficulté sans doute de plus en plus forte à gérer la manière dont est traitée l'actualité aujourd'hui. Quand on fait des études aussi auprès des Français, on voit bien à quel point la montée en puissance des chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, modifie finalement le rapport à l'actualité qui avant était vraiment scandé par des rendez-vous assez réguliers qui marquaient le rapport à l'actualité. Et aujourd'hui, finalement, ce que nous disent souvent les Français, c'est qu'on a vraiment le sentiment que cette actualité ne s'arrête jamais et qu'on est obligé toujours de suivre, et que ça fait peser cette fatigue informationnelle très, très forte. Le deuxième paradoxe qu'on suit aussi dans notre baromètre depuis longtemps, c'est finalement le rapport de confiance à l'égard des médias. Quand on demande aux Français est-ce que sur les grands sujets d'actualité, est-ce qu'il vaut mieux se méfier de ce que disent les médias, ou est-ce qu'on peut faire confiance dans ce que disent les médias sur ces grands sujets d'actualité? Là, vous le voyez, on a un peu moins des 2/3 des Français qui pensent qu'il vaut mieux se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Et de manière assez marquante, cette méfiance, elle tend à progresser ces 2 dernières années. On est passé de 54% à 62% des Français en seulement 2 ans qui pensent qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. Et dans le même temps, dans ce même baromètre, quand on demande aux Français est-ce que vous faites confiance dans ces différents médias pour vous informer sur ce qui se passe dans l'actualité, on a des niveaux de confiance qui sont finalement pas si mauvais. On a même une majorité, parfois des 2/3 des Français, qui nous disent avoir confiance, par exemple, dans les journaux télévisés pour être informés de ce qui se passe dans l'actualité. 63% pour la presse régionale, 60% pour la presse quotidienne nationale ou pour la radio. La presse hebdomadaire aussi, 56% de confiance. Et on est sur des niveaux aussi à chaque fois plus hauts chez ceux qui disent les consulter. Et par contre, vous voyez en fin de tableau les nouveaux types de médias, les réseaux sociaux et les influenceurs qui, là, ont des niveaux de confiance qui sont beaucoup plus bas, y compris chez ceux qui disent consulter beaucoup les réseaux sociaux pour s'informer. Alors, comment là aussi expliquer finalement ce paradoxe, ces 2 résultats assez différents? Il y a finalement dans la question qu'on a vue juste avant, le fait que quand on interroge les Français sur les médias comme institution, les médias en général, il y a ce réflexe un petit peu de méfiance un peu instinctif qui s'exprime et qui est d'ailleurs pas propre aux médias. C'est-à-dire que les Français, vous le savez, sont parmi les Européens qui marquent le plus de méfiance à l'égard des institutions en général et pas seulement des médias. Et c'est finalement ici ce qu'on retrouve aussi, c'est que on préfère toujours se méfier de ce que peuvent dire les médias. Mais finalement, quand on interroge sur les médias
qu'on consulte, les médias dont on se sent proche. Et vous voyez aussi dans les résultats qu'il y a une prime à la proximité, la presse quotidienne régionale, les JT qui gardent quand même un rôle important sont privilégiés. Mais finalement, il y a quand même une confiance qui demeure, un capital de confiance qui reste auprès des médias traditionnels. Et ça, je pense que c'est une source d'espoir ou en tout cas de réassurance pour les médias traditionnels. Pour autant, ça n'empêche pas un certain nombre de défis auxquels sont confrontés les médias. Avec la Croix, cette année, on avait décidé de faire un focus sur un certain nombre, et je vais vous les présenter, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Je ne prétends pas faire l'exhaustivité ce soir, mais vous pourrez d'ailleurs retrouver l'ensemble des résultats de ce baromètre aussi en ligne. Déjà, le premier défi, c'est la question de la neutralité et de l'engagement des médias et des journalistes. On a posé une question cette année, on demandait aux Français, est-ce que vous pensez que le fait que de plus en plus, certains médias ou journalistes choisissent d'affirmer et de défendre leurs opinions quand ils traitent de l'actualité, est-ce que vous pensez que cette évolution, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et que finalement, que derrière souvent l'attente d'objectivité, de neutralité des journalistes, eh bien, face à ça, on est des médias qui disent s'engager. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et on voit que les Français sont très partagés à ce sujet-là. 48% qui pensent que cette évolution est une bonne chose et 41% qui pensent que c'est une évolution mauvaise. Et ce qui est particulièrement marquant, c'est que quand on regarde les résultats en fonction de l'âge, on voit qu'il y a un vrai clivage générationnel et que les plus jeunes se montrent beaucoup plus en attente de médias ou de journalistes qui font le choix d'assumer leur engagement quand ils traitent de l'actualité et qu'ils ne soient pas forcément derrière une réserve de neutralité, ce qui montre aussi, et sans doute sous l'influence des réseaux sociaux, le changement de rapport et d'attente à l'égard des médias. Deuxième défi, et effectivement la question des réseaux sociaux, elle est évidemment au cœur de ces transformations. Là aussi, on a demandé aux Français qu'est-ce qu'ils pensaient du fait que, justement, avec les réseaux sociaux, de plus en plus d'informations en lien avec l'actualité sont partagées par des personnes qui ne sont pas des médias ou des journalistes. C'est effectivement toute cette question de la désintermédiation qui est permise par les réseaux sociaux. Est-ce que cette évolution, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Là, on voit qu'il y a, chez une majorité de Français, une courte majorité, une certaine méfiance ou un pessimisme par rapport à cette évolution, mais quand même un tiers qui pense que finalement c'est une bonne chose, cette désintermédiation, le fait que finalement se passer des médias pour être directement exposé à l'actualité, c'est peut-être dans un certain cas quelque chose de positif. Et ça, c'est particulièrement le cas chez les plus jeunes, chez les moins de 35 ans. Vous voyez, 51% pensent que cette évolution est positive. Et ça, évidemment, ça interroge l'avenir des médias et de ce qu'on peut en attendre. Et troisième défi, et évidemment, on ne peut pas s'en passer, en tout cas, d'aborder cette question-là aujourd'hui, la question de l'intelligence artificielle. On a demandé aux Français s'ils étaient favorables finalement à ce qu'un certain nombre de médias utilisent l'IA, ne serait-ce déjà que pour automatiser la production d'un certain nombre de contenus qui soient assez simples, des images, des articles courts, des bulletins météo par exemple. Le fait de recourir à l'IA par les médias, est-ce que c'est légitime? Vous voyez que là, on a aussi des Français qui sont assez partagés, 43% qui y sont opposés et 36% favorables, avec là encore un clivage générationnel qui est très fort, avec une majorité des plus jeunes Français qui se montrent assez ouverts à l'utilisation par les médias de l'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas de fermeture complète, mais on voit que ça partage les Français. En revanche, il y a quand même une certaine méfiance à l'égard de l'impact que ça pourrait avoir en termes de qualité des informations. On a 47% des Français qui pensent que le fait que les médias recourront de plus en plus à l'IA, ça dégradera la qualité des informations, contre 29% qui pensent que ça l'améliorera. Et quand on creuse ça, les raisons finalement de ce pessimisme et de cette méfiance, c'est surtout la crainte de la perte du regard humain qui est évoquée par les Français qu'on a rencontrés, ce qui traduit aussi en creux du coup les attentes qu'ils peuvent exprimer à l'égard des médias aujourd'hui. Voilà, beaucoup de chiffres en quelques instants, mais j'espère que ces quelques éléments permettront à la fois de planter le décor et de nourrir vos réflexions ce soir sur le rapport compliqué, je le disais, que les Français entretiennent à leurs médias. Je vous remercie. Merci Guillaume. Merci Guillaume. Merci.
Il est temps maintenant d'accueillir notre deuxième invitée. Je suis assez fière ce soir d'ailleurs d'accueillir une économiste des médias réputée. En tant que professeure sur ces sujets, je pense que j'ai l'occasion notamment d'y faire référence souvent auprès de mes étudiants. Professeure des universités en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Panthéon-Assas, Nathalie Senac, qui est notre invitée ce soir, est une spécialiste reconnue de l'économie des médias, de la culture et du numérique. Elle a publié depuis des années de nombreux ouvrages, dont le dernier, Le Nouveau Monde des médias, une urgence démocratique, dans lequel elle analyse les mutations profondes du paysage médiatique à l'ère numérique et leur implication sur notre démocratie. Elle est également actuellement présidente du Conseil d'orientation et de perfectionnement du CLEMI, donc qui œuvre pour l'éducation aux médias et l'information. Elle a été de 2015 à 2021 membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc maintenant ARCOM, donc ex-CSA. Et ce soir, elle va nous offrir un éclairage, je pense, précieux pour nous éclairer sur ces défis contemporains et aussi, surtout, ouvrir le champ ensuite à notre débat. Donc Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, un grand merci à toi, à vous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir. Je remercie vraiment très sincèrement toute l'équipe, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde derrière cette soirée, cette belle soirée. Merci de m'avoir également choisi sur ce thème, c'est vrai qui m'est cher, un média entre influence et information, une reconquête de l'opinion publique. J'espère que ce sera une conférence qui est dite inspirante, donc j'espère pouvoir vous inspirer pendant ces quelques instants. Je remercie en tout cas, avant de commencer, de débuter ce point, Estelle Prucker, vraiment merci beaucoup. Et un grand merci également à Sixtine pour son suivi bienveillant. Notre relation au monde passe, et il passe pour l'essentiel par les médias. Les médias nous informent, nourrissent notre imaginaire, structurent l'espace public. Finalement, les médias affectent notre relation au monde à la manière dont nous sommes amenés à déterminer le vrai du faux. Mais aujourd'hui, cette médiation est profondément fragilisée. Longtemps, les médias ont été considérés comme le quatrième pouvoir. Alors les médias jouent un rôle essentiel dans la formation de l'opinion publique, une influence sur l'opinion des téléspectateurs, des lecteurs, des auditeurs, en imposant un rythme, en imposant une modernité, en imposant beaucoup leur agenda. Et l'information, en nous permettant finalement de comprendre le monde, participer à un idéal démocratique. Faire de nous des citoyens, mais des citoyens libres, autonomes et responsables. Alors je vous propose de commencer par un constat certainement que nous partageons tous ensemble et qui structure notre rapport à l'information aujourd'hui. Et c'est notamment avec le numérique. Le numérique, depuis qu'il est arrivé, a complètement bouleversé nos vies, et notamment les réseaux sociaux ont supplanté les médias traditionnels comme source principale d'information. TikTok, YouTube, Instagram sont devenus des canaux d'actualité, comme on vient de le voir, d'accès à l'actualité pour des millions et des millions de jeunes. Alors, selon le rapport 2024 du Reuters Institute, on a 23% dans le monde des personnes âgées entre 18 et 25 ans qui s'informent sur TikTok. Donc, quasiment un quart des personnes dans le monde s'informent sur TikTok. C'est 62% des Américains qui s'informent sur les réseaux sociaux, mais c'est également 1% des jeunes Français qui achètent un titre de presse, seulement 1%. Alors le temps de vidéo est devenu d'ailleurs un vrai marqueur générationnel. Les 15-24 ans consacrent moins de 24% de temps à la télévision, mais pourtant c'est 92% des 50 ans et plus. Alors dans cet univers bousculé, les faits sont totalement concurrencés par des ressentis, des opinions, des récits. La vérité devient d'ailleurs une vérité ressentie, comme l'écrit la philosophe Géraldine Mühlmann, sans objectivité ni solidité factuelle. Elon Musk résume bien ce nouveau paysage finalement médiatique lorsqu'il a déclaré au moment de la campagne présidentielle de Donald Trump
You are the media now. Nous sommes les médias maintenant, nous. Donc l'information, elle est aujourd'hui omniprésente, sans filtre, concurrentielle et concurrente. L'expression se détache des faits, le bruit étouffe les discours rationnels et cette situation altère non seulement la légitimité des médias traditionnels, la presse, la télévision, la radio, le cinéma, l'affichage, mais surtout, ce qu'elle altère, c'est une confiance collective dans l'information elle-même. Alors c'est bien cela qui est en jeu ce soir, mais en jeu en général, la confiance. Comme nous le rappelle le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz dans son dernier essai « Les routes de la liberté », la confiance est essentielle au bon fonctionnement de la démocratie comme de l'économie. Lorsque elle s'effondre, cette confiance, eh bien c'est tout un système qui vacille. Alors cette crise de confiance n'est pas simplement une affaire de perception ou une nostalgie des grands journaux du XXe siècle, pas du tout. Elle est le résultat d'un basculement qui est bien plus profond, celui finalement du pouvoir d'influence. Alors aujourd'hui, cette défiance est massive, hein, vous nous l'avez rappelé Guillaume Caline avec le baromètre Lacroix-Verriand-Laposte, qui est une référence parce qu'il nous donne quand même des éléments qui sont des éléments clés. Une majorité des Français, on n'a pas eu le temps de le voir, mais c'est ce que dit le rapport, une majorité des Français, c'est-à-dire 52%, voire 56% des Français, pensent que les journalistes travaillent aujourd'hui sous la pression des pouvoirs politiques ou encore qui travaillent sous la pression des pouvoirs économiques et financiers. Beaucoup, donc, d'entre eux se tournent vers des influenceurs pour s'informer. Ces influenceurs qui sont également des créateurs de contenu actifs sur les plateformes, qui construisent des communautés fidèles. Et leur ton, qui est direct, de proximité, hein, leur capacité finalement à capter l'attention de tous les nouveaux leaders d'opinion, comme ça qu'on les appelle. L'influence fait donc partie de la vie de beaucoup de Français. D'ailleurs, plus d'un Français sur deux est influencé, on va dire ça, en tout cas consulte des influenceurs. Exactement 54% des 18 ans et plus regardent des contenus d'influenceurs plusieurs fois par semaine. Et ce chiffre, si je prends la tranche d'âge la plus jeune, des 18-35 ans, c'est 88% où ils consultent des influenceurs pour s'informer, pour se divertir. Mais ce qui nous importe ici, c'est l'information. Alors, le paradoxe, vous l'avez soulevé, Guillaume, c'est que seulement de 12 à 20% des Français jugent l'information fiable sur ces plateformes comme TikTok ou X. Mais finalement, ce paradoxe, pour moi, il est au cœur de notre sujet, c'est-à-dire l'engagement qui semble avoir remplacé la rigueur. Finalement, c'est ce qui fait la force de ces nouveaux acteurs, ce n'est pas non seulement leur ton, leur proximité, pour moi, et peut-être évidemment en tant qu'économiste, mais ce qui fait leur force, c'est leur modèle, justement, économique. Et c'est là tout le cœur du problème sur lequel il est vraiment important de s'y attarder un peu. Là où les médias s'efforcent, tant bien que mal, de produire une information hiérarchisée, contextualisée, vérifiée, eh bien les plateformes, elles misent sur l'attention. Ce sont des machines à capter nos comportements, à les mesurer, à les prédire, à les monétiser. Sur la base de quoi ? Sur la base de nos interactions, de nos échanges, de nos conversations. Et il y a tout un jeu d'algorithmes de collecte et nourris par des big data qui vont sélectionner les contenus les plus viraux, mais néanmoins véreux parfois. C'est un lapsus qui, chez moi, doit être révélateur. En tout cas, les contenus ici les plus viraux, les plus engageants. Mais seulement, ces contenus-là ne sont pas des contenus les plus fiables. Alors derrière la logique économique se cache une logique qui est une mécanique qui est beaucoup plus puissante. C'est cette captation de l'attention, de la prédiction de nos comportements. Et avec elle, et je vais encore un peu plus loin, derrière ce modèle économique, on a l'algorithmie, l'économie de l'attention. Derrière l'économie de l'attention, on a cette captation, cette prédiction de comportement. Mais derrière encore, eh bien, il y a des formes de manipulation. Et cette logique qui favorise cette désinformation, la polarisation ou encore des contenus extrêmes, eh bien finalement, elle va optimiser la performance commerciale, mais elle va produire un cercle qui est assez vicieux. Plus de clics conduit à plus d'engagement, qui conduit à plus de profit. Au prix de quoi ? Bien, au prix de la vérité. Alors on pourrait résumer le cercle autrement. L'engagement génère donc du profit et la haine va générer de l'engagement. En réalité, nous sommes face à un système d'orientation comportementale. Les données qui sont collectées ne se limitent plus, lorsque les médias traditionnels le faisaient
finalement au sexe, à l'âge, à la catégorie socio-professionnelle, voire à la géographie, notre lieu d'habitation. Non. Elles incluent aujourd'hui des données qui sont des données personnelles, sexuelles, politiques, physiologiques. C'est ce qu'on appelle du micro-ciblage psychométrique. On vient donc de prédire nos comportements individuels, et ça, la sociologue Shoshana Zuboff le montre très très bien dans l'âge du capitalisme de surveillance. Finalement, moi, je résume ce bloc de manipulation avec 3 branches. D'abord, l'une la plus facile, celle qu'on connaît le mieux, puisque c'est ce qui sous-tend le modèle économique, c'est la branche commerciale, avec une publicité qui sera personnalisée, et puis des contenus, évidemment, personnalisés. Il y a une deuxième branche qui est la branche politique. Cette branche politique, eh bien, comme dans le scandale de Cambridge Analytica dénoncé en 2016, depuis beaucoup, le vote du Brexit, Donald Trump numéro 1, au premier vote de Donald Trump, ou encore, je viens plus récemment, aux dernières élections roumaines qui ont dû être invalidées avant d'être repassées par la Cour suprême en décembre 2004. Et puis ensuite, une troisième branche qui est celle de l'impact finalement mental, l'incidence que peut avoir cette manipulation sur nos cerveaux. Donc les impacts, je ne vais pas évidemment tous les lister, mais néanmoins le sommeil, l'attention, l'image de soi, voire l'estime de soi, sont aujourd'hui remis en cause. Donc ces manipulations, eh bien, ne cessent de se perfectionner. Et l'arrivée de l'intelligence artificielle générative, où là les contenus artificiels deviennent de plus en plus réalistes, eh bien, comme l'écrit l'Académie des sciences dans son rapport en 2024, l'IA modifie notre lecture de la réalité en brouillant les registres entre savoir, opinion et contre-vérité. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça au bord du gué en vous disant qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on est à la limite de la souffrance. Alors face à ce système qui fragilise la vérité, qui dilue la confiance, il y a tout de même une question qui s'impose, c'est comment les médias peuvent-ils reprendre la main, comment les médias peuvent-ils repartir à la conquête de l'opinion publique. Eh bien, je crois que finalement les médias, et je crois que nous devons bâtir avec les médias une réponse qui est une réponse collective, avec 3 leviers qui pour moi sont fondamentaux. L'éducation, la mobilisation citoyenne et la réglementation. Alors je commencerai par le premier levier qui est celui de l'éducation. Il est impératif, mais vraiment impératif, d'ores et déjà, aujourd'hui, de redonner du pouvoir aux citoyens. Cela doit passer par l'école, par les écoles, par l'université. Tous doivent apprendre à distinguer le fait d'une opinion, à identifier des sources, à décrypter des mécanismes d'influence, y compris évidemment ceux de l'IA, voire de l'IA générative. Il faut redonner du pouvoir aux citoyens, il faut renforcer impérativement l'esprit critique. Tout cela s'apprend. En Finlande, la littératie numérique et médiatique est un pilier de l'école, et ça depuis 2013. Dès la primaire, donc dès l'école primaire, les enfants apprennent à repérer un troll, à interroger une image, à douter de ce qu'ils vont scroller sur leur téléphone. L'école y est pensée comme un bouclier médiatique. Et aujourd'hui, c'est intéressant que ce pays caracole en tête de l'indice européen de résilience face à la désinformation. Cela ne tient pas du miracle, nous dit l'auteur de « Préparez vos enfants au monde de demain », Solène Bocquillon-Le Gaziou. Non, ça ne tient pas du miracle, ça tient d'une stratégie qui est nationale. Donc pour moi, pour ma part, l'éducation aux médias et à l'information, ce qu'on appelle l'EMI, eh bien, doit être considérée aujourd'hui comme le nouveau Becherel de l'éducation nationale. Mais ce travail ne peut pas reposer uniquement sur l'école. Il faut qu'il s'ancre dans l'ensemble de la société. Donc de nombreuses associations mènent déjà ce combat sur le terrain, des ateliers, des débats, des médias citoyens. C'est vrai dans les quartiers, c'est vrai dans les écoles, c'est vrai dans les bibliothèques, avec des jeunes, avec des adultes. C'est clair qu'il faut les soutenir, qu'il faut les multiplier pour embarquer l'ensemble de toutes les générations, de tous les milieux, et ça doit se faire ensemble. Et enfin, et certainement mon passage à l'autorité de la régulation ne dément pas, et je le comprends pourquoi, c'est qu'en parallèle de cette mobilisation citoyenne, il y a un autre levier qui m'apparaît comme indispensable, c'est celui de la réglementation. Permettez-moi de vous lire l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en date du 26 août 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme.
Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans le cas déterminé par la loi. Donc depuis le XVIIIe siècle, on parle donc, on en a toujours parlé, d'une liberté qui est une liberté encadrée. La liberté ne peut s'exercer qu'à l'intérieur des règles qui l'organisent, et c'est ce que nous dit plus récemment la politologue et sociologue Dominique Schnapper. Je crois aujourd'hui que la réglementation nationale, mais surtout l'Europe, constitue une porte indispensable et une ouverture fantastique. Et d'ailleurs, le règlement des services numériques, ce qu'on a appelé le Digital Service Act, ou DSA, constitue pour cela un tournant majeur. Il responsabilise les grandes plateformes en imposant plus de transparence, en renforçant leur contrôle démocratique. Donc il s'agit aujourd'hui de restaurer les conditions de pluralisme, d'intégrité de l'information et de liberté d'expression. Et ces trois leviers, pris un à un, ne seraient pas suffisants. C'est bien ces trois leviers pris ensemble. Ils sont complémentaires. Ils ne seront efficaces, finalement, que si nous changeons notre manière de penser l'information elle-même. Alors c'est ici que je souhaite conclure en revenant sur, finalement, le rôle des médias. Les médias, vous l'aurez compris, ne sont pas finalement de simples canaux de diffusion. Ils sont dans une démocratie des piliers de notre espace public. Leur mission n'est pas de plaire, elle n'est pas de capter, leur mission n'est pas de nous divertir, non. Leur mission des médias est celle de nous questionner, de hiérarchiser, de vérifier. Leur fonction sociale, elle est donc indispensable et irremplaçable. Créer un socle commun de réalité, ouvrir un débat argumenté, offrir à chacun les moyens de se forger une opinion pour que ce soit une opinion libre. Aujourd'hui, cette mission est fragilisée, concurrencée, décrédibilisée, vous l'aurez compris, mais elle demeure plus que jamais nécessaire. La reconquête de l'opinion publique ne se fera pas sans les journalistes ou sans les responsables ou sans des spécialistes, des professionnels de l'information, sans des rédactions, sans des femmes et des hommes qui continuent malgré tout de produire une information rigoureuse, une régulation plurielle, une information exigeante. L'information est donc notre bien commun, un bien commun. Sa qualité est la condition de notre liberté et sa reconquête est donc un chantier démocratique que nous devons mener ensemble. Et c'est donc ensemble, enseignants, étudiants, chercheurs, journalistes, régulateurs, femmes et hommes politiques, finalement, c'est ensemble, nous tous, citoyens, que nous devons dessiner cet avenir. Je vous remercie. Merci Nathalie pour cet éclairage précieux qui va nous donner des solides bases pour la discussion à venir. Je te propose de prendre un siège et on va accueillir nos autres invités, donc 3 diplômés de l'école. À la fois, première invitée, je vais appeler une diplômée Sciences Com 2006, Solène Nicolas, à la fois journaliste, réalisatrice indépendante. Elle travaille pour des grandes chaînes de télévision, notamment des documentaires pour M6, Public Sénat, France Télévisions. Spécialiste de sujets de géopolitique. Elle a longtemps été aussi sur le terrain, notamment au moment du printemps arabe. On va un peu découvrir son parcours aussi ce soir. Notre deuxième invité diplômé du programme Grande École 2009, Gilles van der Potten, ravi de l'accueillir ce soir, à la fois directeur de l'association Reporters d'Espoir. Tu veux ? D'ailleurs, cette association fête ses 20 ans cette année, donc on va aussi en parler. Gilles est auteur, journaliste, un dirigeant engagé, on va le voir. Il a aussi été co-auteur, je suis sûre que vous vous en souvenez, avec Stéphane Hessel du livre « Engagez-vous ». Et enfin, Clément Pétraud, diplômé Sciences Com 2004, journaliste au Point depuis 2008, aujourd'hui directeur délégué de la rédaction en charge du numérique, mais aussi, peut-être que vous l'entendez régulièrement, chroniqueur politique sur France Inter. Bienvenue à tous les trois.
on a entendu à la fois Nathalie sur ce sujet de l'engagement, mais aussi on l'a aussi perçu dans le baromètre Verian La Croix-Laposte, pardon. J'ai envie de vous lancer un peu sur ce premier sujet de l'engagement qui me semble important. On a bien en tête, vous vous souvenez sur ces plus jeunes, hein, les moins de 35 ans notamment, qui nous disent aujourd'hui à 63% que pour eux c'est une bonne chose, hein, que de plus en plus dans les médias, on ait des journalistes qui choisissent d'affirmer ou de défendre leurs opinions quand ils traitent de l'actualité. Clément Petro, donc au Point. Donc le Point, un hebdomadaire d'actualité voilà, qui a fait aussi l'histoire et les grands jours de la presse hebdomadaire d'actualité. On est sur cette presse d'opinion. Aujourd'hui, vous diffusez à plus de 285 000 exemplaires papier toutes les semaines, plus les lecteurs numériques. Donc c'est assez imposant. C'est vrai, je réalise que j'ai 2 micros. Moi aussi. J'avais un micro Madonna, il faut que j'en profite. Bon, bref. Et donc, quand on travaille au Point, dans un média voilà, qui a fait cette histoire de la presse hebdomadaire d'actualité, de l'investigation, des enquêtes, comment ça résonne, ce sujet de l'engagement ? Mais déjà, merci pour votre invitation. Je suis très content qu'on puisse parler justement de la question de l'engagement, qui est une question qui est très ambivalente, qui est très compliquée pour les journalistes, parce que les journalistes sont toujours contraints à une forme d'objectivité qui est nécessaire pour pouvoir avoir une information, on va dire, honnête et équilibrée. Et en même temps, on voit bien que l'objectivité n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que même le fait de choisir un sujet, de traiter un sujet de manière neutre, le choix du sujet en lui-même n'est pas neutre. Et donc, on a beaucoup de médias aujourd'hui qui jouent la carte de l'objectivité, de la neutralité, de l'équilibre, qui ont un peu le goût et l'odeur de la neutralité, mais qui ne le sont pas, en fait, en réalité, et qui n'assument pas finalement la part de subjectivité qu'ils peuvent avoir. Alors nous, évidemment, on a aussi, en tant que journaliste, un rapport, on ne transige pas avec le réel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un engagement, mais que pour autant, cet engagement nécessite d'être extrêmement loyal avec le réel, c'est-à-dire de pratiquer du contradictoire. Le contradictoire, ça veut dire quand on enquête sur quelque chose ou quelqu'un, aller voir la personne sur laquelle on va enquêter, lui donner la parole, lui donner le droit de réponse. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, cet engagement, les journalistes l'ont aussi, les médias l'ont, il naît à la fois de la juxtaposition des reportages, des faits, des témoignages, et puis de l'opinion, c'est-à-dire de la chronique, de l'édito. Et donc, c'est, on va dire, cet emballage, cette mise en regard de l'opinion face aux faits qui donne une ligne éditoriale. Et donc les journalistes sont au service de la vérité, en tout cas ils espèrent l'être, des faits, une forme de réalité en tout cas. Et l'opinion naît de formats éditoriaux, elle est quand même cantonnée et identifiée de manière assez nette dans les titres. Et ça, on veille à bien identifier les formats qui sont les formats d'opinion et des formats qui sont des formats de reportage, par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, ce qui n'empêche pas l'engagement. Voilà. Est-ce que vous partagez, je crois que quand on a préparé ces discussions, vous m'avez tous dit, répondu d'ailleurs assez naturellement, spontanément, il n'y a pas d'objectivité en journalisme. Solène Nicolas, pour vous, comment ça résonne ce sujet de l'engagement ? Alors vous, on a rappelé que vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez pour des grandes chaînes de télévision, vous êtes sur des formats plutôt longs, du documentaire, vous prenez le temps aussi de... Oui, je pense déjà que l'engagement est souvent peut-être confondu, enfin c'est un peu un gros mot en France, et il peut être confondu avec militantisme. Être engagé, c'est pas forcément être militant. Alors bon, on va pas citer Bourdieu, mais voilà, quand on est un journaliste, on a un corps, on a un genre, on a un vécu, et donc forcément on va traiter un sujet avec tout ce bagage-là. Moi, en tant que journaliste de terrain, forcément, sur le terrain, on est déjà obligé de créer un lien de confiance avec les gens qu'on suit. En tout cas, moi, sur les formats sur lesquels je travaille. Et après, moi, à mon niveau, mon engagement, il va être dans à la fois les sujets que je vais choisir,
mais aussi les mots que je vais utiliser peut-être dans le commentaire quand il y en a un. Voilà, même si je ne traite pas d'un sujet féministe, je suis une femme et je vais faire très attention aux mots aux termes que je vais employer, et même comme moi je filme, à la façon dont je vais filmer le corps d'une femme, et même au montage, voilà, les plans que je vais choisir. Parce que justement, je suis une femme et je sais que voilà, peut-être y a certains plans qui vont pas forcément. C'est pas mettre en valeur, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais ne pas mettre en valeur, mais en tout cas qui peuvent voilà, desservir la personne que moi je suis. Donc moi, mon engagement, en tout cas, il est celui-là, et peut-être pour aller un petit peu plus loin, mais je pense qu'on ira un peu plus loin plus tard, mais on remarque quand même qu'il y a un fort engouement pour le podcast. Et les podcasts sont quand même souvent dirigés par des gens qui sont engagés. Il y a des voilà, pour parler féminisme, Victoire Tuaillon avec Les couilles sur la table, je pense qu'elle a une très forte audience, elle a énormément d'auditeurs, mais aussi parce qu'on va chercher cette expertise-là, entre guillemets, c'est-à-dire son point de vue et sa connaissance des sujets qu'elle traite. Gilles, vous avez l'engagement, je dirais, dans votre ADN, parce qu'on peut peut-être revenir quand même sur votre parcours à l'école, Audencia. Enfin, c'est déjà un parcours assez engagé. Vous avez commencé à travailler plutôt dans le monde de la banque pour ensuite changer et vous engager justement dans ce monde des médias, mais avec vraiment une posture aussi associative. Voilà, on va l'expliquer. Oui, je dissocierai comme mes confrères consoeurs l'engagement de l'engagement idéologique, par exemple. Moi, dans le journalisme que je pratique, mais on y reviendra tout à l'heure avec Reporters d'Espoir, on a un engagement dans une philosophie de l'information, qui est de donner à voir la complexité du monde à travers la couverture, pas seulement des problèmes, mais aussi des réponses aux problèmes. Donc une information à spectre large. Ça pouvait paraître militant il y a quelques années, de se dire « Ah, c'est les militants de la bonne nouvelle », mais c'est aussi une posture. Pourquoi choisir le pessimisme plutôt que l'optimisme, ou en tout cas, croyons dans la possibilité d'améliorer les choses. Donc, oui, c'est un engagement qui n'est pas forcément idéologique. Chaque média, et on a la chance en France d'avoir une pluralité de médias, l'Humanité ou le Figaro peuvent avoir leurs engagements. Enfin, la couleur est assez claire, pour ces deux-là en tout cas, et c'est très bien. Donc on a une offre très très large. Me concernant, oui, grâce à l'école, grâce à Audencia et le milieu associatif, la possibilité de créer des associations, à l'époque en 2006, alors qu'émergeait ce concept de développement durable dans le grand public, on a monté avec des amis, des camarades d'Audencia, l'association dédiée aux questions de développement durable, avec un festival du film sur l'environnement, puis un tour de France à la rencontre de personnes qui agissent. Mais quand on fait le choix subjectif d'aller voir un associatif ou un entrepreneur ou une collectivité publique, oui, on voit des personnalités engagées, chacune à leur manière, et, de droite, de gauche, du centre ou d'ailleurs. Quelque part, peu importe pour nous, à l'époque apprentis journalistes, ou aujourd'hui vrais journalistes, entre guillemets, on est là pour donner la parole au plus grand nombre. Voilà, je ne sais pas si je réponds directement. Nathalie, je crois réagir. Oui, parce que je réagis sur ce que vous disiez à l'instant. C'est vrai que je pense que l'important, c'est ce pluralisme-là. C'est-à-dire, si je me place du côté du lecteur, de l'éditeur, du téléspectateur, de l'internaute, c'est justement ce qu'il faut avoir comme garantie. C'est que là où je me situe, là où je me déplace, quel que soit le média que je consomme, il faut que je puisse avoir accès à ce pluralisme. Alors, on prend ces deux extrêmes, c'est facile, qui sont bien connectés politiquement, mais finalement, ça doit être vrai dans tous les sujets, et c'est ça qu'on doit avoir, cette garantie-là. Et tout à l'heure, c'est pourquoi je voulais vous venir en solliciter, pour vous dire qu'il faut bien comprendre ce qu'il y a derrière, finalement, ces nouveaux médias. C'est pas une question de... Au contraire, c'était surtout pas mieux avant, c'est pas du tout le propos, mais comprendre justement qu'il faut
garder la main. C'est-à-dire que c'est aussi aux citoyens, aux lecteurs, d'être engagés, c'est-à-dire à comprendre d'où on nous parle. Quand je lis Le Point, eh bien, j'aime à le lire, du reste, et je sais d'où ça vient. Quand je lis Libération, que j'aime beaucoup à lire également, je sais d'où on me parle. Et peut-être que la notion de transparence qui est nécessaire pour savoir finalement d'où la personne me parle. Et la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, certainement parce qu'on est au milieu du gué, tout simplement parce que ça fait 20 ans que maintenant les nouveaux médias sont là, et donc il y a forcément des débordements, et forcément que le balancier revienne au centre. Mais ce que ça dit, c'est qu'on a des nouveaux outils qui finalement peuvent permettre finalement une certaine manipulation sans qu'on en ait conscience. C'est moins vrai pour mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Les médias de propagande, ça a toujours existé. On ne va pas ouvrir ce débat-là. C'est juste pour dire que ce qu'il faut se garantir, c'est que d'un point de vue réglementaire, du point de vue du citoyen, il puisse accéder à l'ensemble des opinions et du spectre politique, et dans le même temps, nous garantir que celui qui émet, eh bien, nous dit bien de là où on parle. Et c'est peut-être ce flou actuellement dans lequel on se situe et que j'ai voulu vous amener à réfléchir, c'est que justement, c'est le soubassement économique et algorithmique qui existe, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, parce que aussi c'est nouveau, qu'il faut absolument soulever le capot pour avoir cette transparence-là dont on a besoin. Clément, sur ce sujet ? Oui, simplement, je pense qu'il était important de revenir sur la question de l'engagement, qui n'est pas le militantisme. En fait, un média n'est pas un parti politique. Nous, au Point, on assume le fait d'avoir des combats. Par exemple, on est contre la dette, pour la gestion saine des deniers publics, pour les libertés publiques, pour la liberté de William-Strauss, ce que vous voulez. C'est des combats sur lesquels on s'est engagé de manière extrêmement forte. Mais ça ne fait pas de nous un parti, c'est-à-dire qu'on garde une forme de liberté, on a aussi de la contradiction dans nos pages, et on a aussi conscience que la vérité, elle existe aussi un peu chez le voisin, qu'on n'est pas forcément... c'est pas parce qu'on s'est engagé sur un combat qu'on est forcément aveugle aux positions qui peuvent être adverses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire passer, notamment auprès des militants, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont vraiment un outil militant très très puissant, et on est vraiment assiégé par les militants qui nous prennent pour un parti politique, mais nous ne sommes pas un parti politique et nous ne le serons jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, et ça n'empêche pas l'engagement pour autant. C'est ce qui fait aussi la diversité du paysage informationnel, quoi. Il y a cette diversité de la presse d'opinion. Après, moi j'ai envie de demander aussi aujourd'hui, est-ce que ça coûte pas cher d'être engagé ? Est-ce qu'on a encore les moyens, quand on a un média, de tenir cette posture de l'engagement face à justement ce changement, ce déferlement des GAFAM qui vous ont pris vos audiences, vos contenus d'abord, vos audiences et vos revenus publicitaires. Enfin, désolé, mais... Vous allez me contrarier, mais oui, bien sûr. Non, nous, on est très très énervés contre les GAFAM. Enfin, oui. Je peux le dire ce soir. Ils nous ont obligés à filer nos contenus gratuitement, puis ils nous ont pris nos lecteurs, le chiffre d'affaires publicitaire. Ils refusent de payer les droits voisins qui sont une forme de droit d'auteur. Enfin, aujourd'hui, ils ont quand même tué le modèle économique de la presse, et avec une promesse de comportement numérique, tout ça allait bien sûr très bien se passer, évidemment pas du tout. Donc, et puis ce sont des gens, souvenez-vous, il y a 5 ans, ils étaient tous pour l'inclusivité, c'était formidable. Il y a 3 mois, ils étaient tous à l'investiture de Trump. Ils sont venus, en gros, expliquer qu'il n'y avait pas de problème à devenir Trumpiste. Quand ils sont en Chine, ils appliquent les principes de la censure chinoise. Enfin, il n'y a pas grand-chose de bon à attendre des GAFAM en matière de liberté, d'expression, de démocratie. Ce sont des entreprises qui n'ont rien à faire de la démocratie, de manière très claire. Et donc, ils ont fait quand même beaucoup de mal à la presse, et ils continuent d'en faire aujourd'hui. Ils nous ont rendus dépendants d'un modèle qui n'a pas d'avenir. Donc, oui, enfin, on peut en parler beaucoup, des GAFAM, et assez longuement. Mais oui, on a toujours les moyens d'être engagés, et l'engagement n'est pas qu'un engagement d'idées. Nous, on a aussi un engagement qui peut être un engagement littéraire, un engagement de style, un engagement d'enquête. C'est aussi, il faut affirmer son identité. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les médias aujourd'hui, c'est-à-dire sortir du lot, sortir de cette espèce de grosse lessiveuse dans laquelle
on a été poussé par les GAFAM, qui nous ont obligés tous à nous normaliser, à nous standardiser. On a fini par faire tous la même chose. Et donc là, c'est le moment de vérité, c'est le moment darwinien. Il faut redevenir unique, avec une identité très forte. Sinon, effectivement, les gens ne comprendront pas ce qu'on a à leur apporter de plus que le voisin. Oui, clairement, le modèle économique a été complètement siphonné. On voit bien que les recettes publicitaires sont effectivement siphonnées par ces plateformes. Et puis, le marché publicitaire, enfin l'avenir. Alors, j'ai pas voulu y passer des pages tout à l'heure. On aurait pu, mais on peut aller effectivement plus loin. Et l'avenir est sombre pour les médias dits traditionnels. 66% en 2030 des dépenses des annonceurs, donc des entreprises qui achètent des espaces publicitaires dans les médias, ce qui constitue encore la ressource principale majoritaire de l'ensemble des médias, ira aux grandes plateformes. Donc on voit bien que c'est pour ça que je pense qu'il faut tout le monde être interpellé sur ce sujet, et la réglementation est indispensable. C'est-à-dire que le cadre européen que j'ai balayé rapidement, mais qui est important, ce cadre européen, ce cadre national, aujourd'hui, est extrêmement important. C'est lui qui garantit là. C'est justement toutes ces lois qui ont permis que finalement, dans les kiosques à journaux, même si un titre comme, on va dire, l'humanité, l'humanité, c'est celui qu'on prend, mais en taquant, si on laissait faire le marché, comme disent les Américains, le market ideas, eh bien l'humanité n'existerait pas depuis bien longtemps. Et ça serait très triste, non pas parce que je suis une lectrice de l'humanité, mais tout simplement parce qu'il faut que des opinions diverses et variées puissent être émises pour que nous construisions une véritable opinion et qu'on ait un libre arbitre. Le problème, c'est qu'effectivement, l'ensemble des GAFAM aujourd'hui sont en position dominante à tous les étages de la fusée du marché de l'information, enfin de la production de l'information, et que s'il n'y avait pas de cadre réglementaire, ça serait encore pire. Mais il faut qu'on se réveille effectivement pour reconstruire justement un modèle dans lequel on s'y retrouve, mais qu'on abarque aussi ceux qui ont déjà pris l'habitude de s'informer sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que du mauvais sur les réseaux sociaux, loin de là. Clément, vous le disiez, c'est aussi travailler son modèle, enfin un positionnement unique. Alors on a parlé là du sujet de l'engagement, mais on pourrait venir maintenant au sujet des contenus, quelle offre éditoriale. Un chiffre qui m'a marqué dans la présentation, vous avez entendu tous, je pense, ce sujet de la fatigue informationnelle. 82% des Français qui se disent soit victimes de fatigue ou de rejet par rapport à l'information. Et notamment dans les raisons évoquées, les raisons de ce rejet ou de fatigue informationnelle, à 41%, les Français se disent impuissants ou angoissés. Impuissants ou angoissés face aux informations qu'ils peuvent lire dans les médias ou sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs en hausse de 3 points sur un an. Et ça me donne, je pense, l'occasion de donner la parole sur ce sujet à Gilles, parce que ce que vous faites chez Reporters d'Espoir, on est dans ce sujet-là, des contenus différents. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par positionner, raconter un peu ce que ce journalisme de solution qui est né, qui a maintenant 20 ans, l'association a 20 ans, donc comment ça a évolué? Est-ce que c'est un sujet qui est facile à vendre aux rédactions? De plus en plus, aidé par ce concept qui fait florès de fatigue informationnelle, depuis que la Fondation Jean Jaurès, en 2022, a publié une étude dans laquelle on voyait que les raisons principales de désaffection ou de démission parfois de l'information étaient trop de polémiques dans les débats, les 3-4 premiers items, les débats trop polémiques, trop agressifs, l'impact négatif sur mon humeur et mon moral, le fait de me sentir impuissant par rapport aux événements. Donc on retrouve ce qu'explicitait Guillaume. Nous, ça faisait 20 ans en 2024, qu'on avait lancé ce journalisme de solution, lancé par des journalistes qui avaient, pour beaucoup, voyagé, notamment dans des pays plutôt pauvres ou en développement, et qui se sont dit, même là-bas, on trouve des pépites, on trouve des personnes qui, face à des problèmes d'accès à l'eau, à l'éducation, à tout un tas à l'énergie, se prennent en main ou sont aidés par d'autres et parviennent à résoudre des problèmes, au même titre qu'au milieu du chaos, il y a des lueurs d'espoir, même dans des situations de guerre et de conflit, on arrive à raconter des histoires de solidarité, de résilience, etc. Donc on s'est dit, ils se sont dit à l'époque, il y a 20 ans, qu'est-ce qu'on peut faire pour embarquer les médias, qu'on trouvait déjà très anxiogènes à l'époque. L'information était déjà ressentie comme faisant la part belle aux catastrophes, aux polémiques, etc. Parce que c'est aussi notre culture peut-être journalistique. On nous a enseigné qu'une news n'était une news et n'avait de valeur informationnelle que s'il y avait du clash, que s'il y avait un événement suffisamment porteur et fort
pour qu'elle mérite une couverture. Donc il y a un sujet culturel, en fait, chez nous tous journalistes, peut-être. Il y a cette fameuse phrase de Albert Londres, que tout le monde aime bien citer, on n'est pas là pour plaire ni pour faire du tort, mais pour porter la plume dans la plaie. Alors ça peut faire mal. Nous, on pense qu'on est là aussi pour peut-être regarder là où on arrive à penser les plaies, à apporter des réponses. Donc c'est un peu ça la philosophie. Et vous allez du coup concrètement former les journalistes, les étudiants en école de journalisme. Ça s'est fait dans la durée, parce que c'est pas simple au départ. Mais on était vus comme les bisounours et les porteurs de bonnes nouvelles. Surtout qu'on travaille beaucoup avec les médias catholiques au début, La Croix, Pèlerin, qui sont de très bons médias, mais qui nous enfermaient un peu dans une image, l'attente du retour de la bonne nouvelle sur Terre. Donc on a eu beaucoup de débats sémantiques. Aujourd'hui, on parle de journalisme de solution, de journalisme constructif, qui conviennent jamais tout à fait à tout le monde. Mais au fond, au bout de 10 ans de débats sémantiques, on s'est aperçu qu'on était tous d'accord sur le fait qu'en tant que journaliste, on était là pour donner à voir le monde dans sa complexité, et que si on pouvait le plus possible faire le constat d'une situation problématique, et en même temps se poser, et c'est ça le journaliste de solution, se poser une question supplémentaire, qui est de dire, est-ce que face à ce problème, il y a des femmes, des hommes, des assos, des entreprises, des collectivités qui font quelque chose avec des résultats, parlons-en et menons l'enquête. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde est d'accord quand on parle de ça. Mais Clément me contredira peut-être. Je vais passer la parole à Solène peut-être avant. Dans votre travail, vous êtes sur des formats longs, du documentaire, des formats peut-être parfois qui rejoignent une posture aussi autour de la solution, en tout cas du décryptage et de l'éclairage. Est-ce que c'est des sujets qui sont faciles à vendre aux médias aujourd'hui ? Clairement. Je commence justement à suivre une psychiatre, donc le sujet n'est pas vendu, une psychiatre qui est très reconnue, qui s'appelle Fatma Bouvet de la Maisonneuve, et qui était spécialisée en addictologie. Et qui a vu arriver, quasiment déferler, dit-elle, dans son cabinet, des citoyens français en état, c'est elle qui le dit, c'est la psychiatre qui le dit, en état de choc post-traumatique. Donc elle a appelé ça le médiatrauma. Donc il n'y a pas vraiment de définition, mais donc on parle de Français de toutes origines. Qui sont justement, je ne sais plus qui en parlait, mais qui se sentent impuissants face à ce qu'ils voient, ce qu'ils lisent, ce qu'ils voient à la télévision, ce qu'ils lisent dans leurs journaux. Et puis, il y a aussi, depuis, elle date ça, elle dit que c'est depuis surtout une dizaine d'années, elle parle de la libération d'une parole raciste dans les médias. Et du choc d'une forme de dichotomie en fait dans le cerveau de Français d'origine étrangère qui ne comprennent pas ce qu'ils voient à la télévision et certains sujets qui sont traités et qui parfois tournent en boucle à la télévision. Et donc elle rappelle son devoir elle aussi de neutralité en tant que psychiatre. Mais aussi son rôle de lanceur d'alerte. Elle dit, en tant que psychiatre, on est souvent les premiers à constater qu'il y a un problème. Elle parle de vrais problèmes de santé mentale. Donc encore une fois, c'est elle qui le dit. Moi, je commence à la suivre elle réalise là en ce moment un tour de France dans des collèges pour faire la sensibilisation aux discriminations. Et elle, ce qu'elle dit, en tout cas aujourd'hui, c'est que elle ne s'attendait pas elle s'en doutait, mais elle, ce qu'elle constate sur le terrain, c'est que les problématiques des Français ne sont pas forcément celles dont on parle à la télévision. Par exemple, l'immigration n'est pas du tout un sujet qui revient, en tout cas dans son Tour de France. Le Tour de France qu'elle fait vraiment dans des régions... pas dans des grandes villes. Et donc voilà, elle, c'est le combat qu'elle est en train de mener. Et donc voilà, bon là, En tout cas, un traitement positif du sujet et à relier peut-être justement, si on parle des chaînes d'information continue,
c'est aussi ce qui découle de la révolution numérique avec cette course à l'audience, à l'économie de l'attention, etc. Et donc on va sur des sujets qui sont émotionnels, qui vont attirer, enfin qui vont faire de l'audience, etc. Et avec du coup un traitement médiatique qui peut effectivement pas être moins aller vers l'idée de journalisme de solution, en tout cas. Oui, médiatique, et pas seulement. Enfin, c'est aussi relayé par les réseaux sociaux. Enfin, c'est tout cet écosystème aussi qui... Je change du coup de sujet, mais je reste dans l'univers, le questionnement qu'on a sur les contenus, comment voilà, ces contenus éditoriaux ils peuvent aider à regagner la confiance du public dans les médias. Là, ce n'était pas le cas, mais au point, vous avez des enjeux, à vieillissement du lectorat, capter quand même, garder aussi vos lecteurs actuels. Comment vous travaillez ce sujet autour des contenus Est-ce qu'il y a un chantier engagé ? Il y a plein de chantiers en cours. La lecture, enfin la presse hebdomadaire papier est un peu à la croisée de plusieurs défis. Il y a une crise, on va dire, du papier, enfin, déjà quand même, qui est assez importante. Il y a une crise du format hebdomadaire qui a un rythme un peu compliqué, qui a été un peu broyé par l'actu en temps réel et le quotidien. Les quotidiens sont mis à faire beaucoup de papier magazine. Et puis il y a la crise aussi un peu de la lecture, tout simplement, qui est quand même fortement fortement par les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre vos articles en format audio maintenant grâce à l'intelligence artificielle. On les met en format audio. Ça fait partie des choses, ça fait partie des chantiers d'innovation. Là, on a créé un système de lecture des articles automatique par la voix des journalistes qui l'ont écrit. Wow. Voilà, donc c'est quelque chose qui verra le jour, je pense, d'ici normalement 1 mois ou 2. Donc on va plus lire en fait bientôt. Après, je pense que c'est une fonction qui reste minoritaire, mais vous pouvez écouter aussi un petit peu le journal. Non, on voit quand même des bonnes nouvelles dans le moment. C'est que effectivement, les gens sont fatigués, mais ils n'ont jamais été aussi nombreux à consommer de l'info. Et ça, c'est quand même pour nous, ça nous donne de l'espoir. C'est-à-dire que le modèle économique est aujourd'hui très 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 fragilisé, mais l'intérêt, on va dire, reste entier. Les critiques sont parfois légitimes. Je pense qu'on l'explique aussi par la pente naturelle des journalistes à s'intéresser à ce qui ne marche pas. Quand vous avez la joie et le plaisir, comme c'est mon cas, de coordonner une rédaction, vous faites une conférence de rédaction, vous faites le tour, et en fait, vous avez 10 journalistes et 10 sujets. On va vous dire, ah ouais, j'ai un sujet terrible sur quelqu'un qui a été abandonné, puis après on passe au suivant, ça va être, ah oui, quelqu'un qui a été dans des violences sexuelles terribles, etc. Et en fait, vous faites le tour, mais à la fin, vous avez envie de vous pendre. Donc, il y a un moment, là, j'ai instauré une nouvelle règle avec mes équipes, qui est dit, j'accepte un sujet déprimant pour 2 sujets optimistes. Évidemment, je ne les aurai jamais, mais c'est pas grave, j'en aurai peut-être un de temps en temps, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Il faut aller voir Reporter. Il faut aller voir Reporter d'Espoir. Vendre une formation. Et je dois admettre, je vais faire un monde honorable, pendant longtemps, on a considéré que les sujets dits de solutions, les sujets optimistes, n'intéressaient pas les gens. Et le fait est que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'on le voyait bien, nous, on a des outils d'audience à la seconde près, on sait exactement combien de personnes sont en train de lire un article. Et depuis quelques semaines, toute la presse, mais française comme internationale, constate la même chose. C'est que l'actualité n'attire plus vraiment les lecteurs. C'est-à-dire que l'actualité, elle est générale, elle est partout. L'information, elle est partout. Et l'information, elle est gratuite. Donc, il n'y a plus grand-chose à espérer de la part des lecteurs sur l'information. Et donc, il va falloir les emmener vers autre chose. Et là, on travaille énormément sur notre offre. On va dire, on appelle ça serviciel, mais je trouve que le mot n'est pas complètement adapté. Mais on voit que, par exemple, tous les papiers autour des questions de management marchent beaucoup. Je sais que les journalistes du mois n'aiment pas trop quand je rappelle ça, mais le papier qui a fait le plus de conversions et d'abonnements depuis le début de l'année, c'est 8 signes qui déclenchent un contrôle fiscal. Ok, voilà. Voilà, donc vous faites des dossiers de 20 pages sur Macron, les élections, etc. Et le dossier qui va convertir, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de saturation. En fait, non, il faut être assez lucide. En fait, l'actualité est une base minimale. C'est un acquis social.
c'est le fond de tarte, quoi, vraiment minimal, qui est attendu de la part de tous les lecteurs. Donc on se doit d'être absolument hyper rigoureux et de continuer à faire comme on a toujours fait sur nos contenus habituels, sur la politique, sur notre ADN. Il faut choyer l'ADN. Mais on a une nécessité de développer sur autre chose. Et on voit que les questions d'intimité, de parentalité, de rapport, de l'amitié, le rapport aux autres, je pense que le Covid a changé beaucoup de choses aussi dans le rapport autrui. Les gens se posent beaucoup de questions. Et puis comme ils sont très lassés aussi, très fatigués de l'actualité, ils se replient un peu sur la sphère personnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement nouveau, extrêmement puissant, et sur lequel on travaille beaucoup. Donc voilà, on essaye de rétablir la confiance là-dessus. Et puis on a aussi le lien direct. C'est ce que j'allais dire, au-delà de cette idée, enfin ce contenu, il y a aussi ces sortes d'expériences physiques qui se développent de plus en plus dans les médias. En fait, on fait venir des lecteurs. Alors, on a mis en place des jeux. Pareil, chose constat terrible. Le New York Times a mis en place une offre de jeux absolument géniale. Il y a Wordle, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et en fait, ça a tellement marché que ça représente, je ne sais plus, 15 ou 20% de leurs abonnements. C'est-à-dire les gens ne viennent que pour les jeux. Ils ont même développé une offre exclusivement jeux. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les jeux sans la presse. Donc nous, on fait des jeux aussi qui sont super, qui sont un peu des jeux intello. Et ça les gens jouent énormément et ils disent le premier truc que je fais le matin, c'est que je prends mon téléphone, je joue et après je regarde l'actu. Et en fait, on se rend compte que c'est un rituel d'entrée dans l'actualité, ça marche. Et on a des panels de lecteurs qui viennent au journal. L'autre jour, on a fait une rencontre avec les journalistes du service politique. On a 6 journalistes. On a envoyé un mail à 10 000 personnes, qui est une petite partie de la base abonnée, pour leur proposer de venir. Ça a été complet en 1 heure. En fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de soif de connaître les coulisses, et on le voit aussi sur les réseaux sociaux. Dès que vous montrez les coulisses de la rédac, vous racontez la fabrique de l'info. Alors pendant très longtemps, les journalistes ont toujours considéré de manière assez impérialiste qu'il fallait surtout pas dire comment a été fait l'info. On peut parler de ce slogan génial qui est la presse, c'est comme le boudin noir. Si vous aimez ça, ne cherchez pas à savoir comment c'est fait. Et ça a été un peu, pendant longtemps, le slogan des journalistes qui gardaient leur petit secret de fabrication et qui ne répondaient pas aux lecteurs, qui n'avaient pas spécialement envie d'avoir des liens avec le lecteur. Et là, tout ça est en train de changer. C'est-à-dire que vous publiez un article, vous avez des retours, des courriers, des gens qui appellent, qui vous attrapent sur Twitter, des avocats, des agences de com. Quand vous faites une erreur, vous le savez dans la minute. Vous avez 200 personnes qui vous tombent dessus. Donc, il y a un lien très fort. Et en fait, la culture du métier de journaliste, elle est quand même assez distanciée. Enfin, rencontrer le lecteur, pourquoi faire? Oui, bon, d'accord. Et en fait, on est en train de mettre ça en place et ça marche et ça fait changer le journal, ça fait changer les journalistes. C'est plutôt une expérience positive pour nous, en tout cas. D'accord, donc vous allez continuer. Et bien sûr, on vous invitera. J'en viens maintenant à... On a déjà parlé de l'impact de la révolution numérique sur les modèles économiques, mais si on rebalaye, on l'a dit tout à l'heure un peu douloureusement pour Clément, mais ces GAFAM qui ont capté à la fois les contenus, les audiences, les revenus publicitaires des médias, finalement, aujourd'hui, ces médias se sont trouvés dépossédés finalement de leur statut et d'une certaine forme de statut. Et ce qui m'a marqué aussi dans l'étude, c'est de voir que plus de la moitié, des jeunes de moins de 35 ans, la moitié des jeunes de moins de 35 ans aujourd'hui pensaient que c'était une bonne chose, qu'avec les réseaux sociaux, de plus en plus d'informations en lien avec l'actualité circulent et sont plutôt diffusées par des personnes qui ne sont pas des médias ou ne sont pas des journalistes. J'ai envie de dire, c'est un peu provoque, mais qu'est-ce que les médias vont devenir? Quand on voit ça, comment réagir? Et puis ma deuxième question en lien avec cette révolution numérique aussi, c'est l'impact finalement que cette révolution a aussi sur la qualité des contenus des médias. Donc, je ne sais pas qui veut répondre. Clément a déjà parlé, mais tu veux reparler? En 2 mots, très sereinement. Nous, on est très serein. C'est-à-dire que le fait que les politiques deviennent des médias à part entière et publient des messages, Trump est une source d'information. Bon, à vous de savoir si elle est fiable ou pas. Nous, on considère qu'on est un petit peu plus fiable que ce genre d'information. Donc, en fait, plus il y aura n'importe quoi sur les réseaux sociaux, plus on sera aussi un peu réconforté dans nos pratiques, parce que nous, on a des pratiques journalistiques. On a un gage de qualité et de traçabilité qui s'appelle la signature. Quand un journaliste publie un article, il le signe, il met son nom
dessus. Et son nom, c'est sa réputation, c'est sa carrière, c'est son salaire, c'est sa vie. Donc, il met en jeu quand même beaucoup de choses. Et puis, il met en jeu aussi le journal, il met le collectif. Donc, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne publie pas des fausses infos. Ça arrive, on se trompe, parfois on se fait manipuler, il y a des erreurs et on le reconnaît. Mais la traçabilité de l'info par le fait qu'un journaliste la signe, c'est quelque chose de fondamental. Et les réseaux sociaux, tout est anonyme, les gens racontent n'importe quoi. On est assez serein, en fait, là-dessus. Malgré tout, enfin, cette course à l'audience, face aux GAFAM notamment, ça a amené beaucoup de médias à faire du bâtonnage de dépêches, aller sur de l'info, on va dire, jetable, donc une qualité de l'info qui s'est aussi détériorée. Ça s'est quand même fait au détriment, quand même, globalement, de la profession. Oui, la course à l'audience a poussé les médias à se standardiser et à renoncer. En fait, ils ont pensé pouvoir capter une part d'audience et part de marché de l'actualité écrite. Et beaucoup ont bâtonné des dépêches. Et en fait, on retrouvait les mêmes choses sur l'Humanité, le Figaro. En fait, et les abonnés nous disaient, mais en fait, pourquoi s'abonner si on se retrouve le voient, en fait. Les lecteurs le voient. Et donc, nous, on est en train de réfléchir à toute une stratégie, mais qui est un crève-cœur, parce que ça veut dire qu'on renonce aussi à parfois des audiences. On se dit, ah bah là, si on a mis les dépêches, on serait fait un petit, on serait fait un petit 100 000, ça aurait été bien. Et en fait, non, on se dit, allez, on le fait pas parce que on n'a pas de valeur ajoutée. L'actu, elle est en temps réel, elle est partout. Si c'est pour faire la même chose que le voisin, c'est pas la peine. Donc, on arrête de faire la même chose que le voisin. Donc là, vous avez d'ailleurs renoncé à l'abonnement AFP. On a renoncé à l'abonnement AFP, ce qui ne veut pas dire qu'on renonce à l'actualité, mais on a renoncé au bâtonnage de dépêches. Et aussi toute une pratique qu'on appelle le desk, qu'on est en train de faire évoluer. Le desk, c'est on prend une info, on la recopie et on la donne au lecteur. La valeur ajoutée, elle n'est pas toujours criante. Et puis, ça nous standardise beaucoup. Donc, vu qu'on est dans une démarche d'affirmation de notre identité, de notre ADN, eh bien, on essaye de repositionner ça sur des sujets qui nous intéressent vraiment. Solène Nicolas, je crois que sur le sujet de la vidéo, vous avez fait notamment, je crois, c'est en 2015, des études, une reprise d'études à Sciences Po et un mémoire sur la vidéo au moment de l'émergence des vidéos de format court, justement sur les réseaux sociaux. Et vous avez un peu aussi été observatrice, et vous avez une sorte de décryptage et d'observation de cette transformation finalement des formats et de l'impact que ça a pu avoir en négatif aussi sur les médias. Oui, ce qui est assez intéressant. Alors, ouais, moi, j'ai débuté ce mémoire d'études en 2015. Et alors, ça paraît complètement fou aujourd'hui de le dire, mais la vidéo d'info était embryonnaire, naissante. C'est Vice News, qui est un média qui avait lancé en premier en fait la vidéo d'information, et AJ+, donc Al Jazeera en anglais aux États-Unis. Donc il faut quand même savoir qu'ils se sont basés sur les neurosciences, donc ce que font les GAFAM aujourd'hui pour créer leur vidéo, c'est-à-dire qu'ils ont mené des études pour voir ce qui allait marcher auprès de leur audience. Et donc on est allé assez rapidement sur le format très court, monté de manière très dynamique, avec des surtitres pour que ça puisse être vu sans forcément entendre le commentaire. Et bon, il y a énormément de médias qui se sont engouffrés dans cette tendance qui marche toujours, qui fonctionne toujours, mais les médias ont peut-être délaissé le format long, et on voit aujourd'hui que ce soit en interview, là, par exemple, on l'a vu pendant l'élection de Donald Trump, je crois que, alors je ne sais plus quel est le nom du youtubeur, mais l'interview qui a fait le plus de vues, c'est une interview qui dure 2 heures. Joe Rogan. C'est ça, oui, ouais, c'est Joe Rogan, voilà. 50 millions de... Ouais. C'est hallucinant, en fait. Ouais. Il est quasiment à lui tout seul plus suivi qu'un État entier. C'est 50 millions, c'est ça, de viewers sur... Ouais. Mais ce qui va dans le sens de ce qu'on disait au début, c'est qu'il y a une recherche du sans filtre, du sujet, en tout cas de la vidéo non montée. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais oui, et puis même des sujets, des grands reportages, sur les réseaux sociaux, ça fonctionne. C'est simplement le médium. Si c'est sur YouTube, les gens se positionnent pour pouvoir rester 1 heure, 2 heures, même des fois 3 heures. Il y a des interviews qui durent 3 heures.
Donc oui, je suis restée observatrice de cette évolution et voilà, c'est très intéressant de voir que, en tout cas, contrairement à ce qu'on a pu croire pendant longtemps, non, l'attention des gens n'est pas de 10, 15 ou 20 secondes, elle peut être bien plus importante, mais tout dépend du médium et du temps qu'ils ont devant eux, tout simplement. Aujourd'hui, je vais finir avec un sujet, avant de passer la parole à la salle pour des questions, sur un gros sujet qui risque aussi, qui déjà impacte énormément les médias, c'est évidemment l'intelligence artificielle générative. On le voit à la fois déjà plutôt des gains de temps pour des rédactions qui vont pouvoir faire des tâches, des traitements automatiques de l'information. Ça, pour un modèle économique, ça peut être intéressant. Mais malgré tout, les IA génératives, c'est aussi une production industrielle de fausses informations, donc un déferlement de fake news. Et donc pour vous, un vrai sujet, puisque ça challenge aussi votre rôle dans cet écosystème, à la fois comment vous allez, vous, médias, aider, favoriser ou pas, enfin, en tout cas, la non-circulation de ces informations. Quel rôle vous pouvez jouer désormais face à un moment où il est parfois de plus en plus difficile de démêler le vrai du faux, voire même on voit que la post-vérité, les vérités alternatives prennent une place, avec Donald Trump c'est encore plus criant, mais tellement important dans le paysage médiatique, voire même relayé par les médias. Et donc il y a quand même des enjeux là autour de la confiance qui sont importants. Donc comment vous envisagez ce sujet ? Il y a plein d'aspects de la question sur les IA. On voit que, en gros, les moteurs de recherche sont en train de se transformer en moteurs de réponse. Et que donc, si ça se trouve, bientôt les sites internet vont disparaître. Et en tout cas, ils vont être effacés par les IA. Et donc, nous, on a toujours... On dit site internet, c'est notamment Google qui est fortement challengé. Ouais. En tout cas, mais Google vient de lancer son service là. Ils l'ont lancé hier. Un moteur de recherche classique. Donc, on voit bien qu'on est quand même un peu menacé d'effacement par nos amis les GAFAM, toujours, qui ont besoin d'énormément de données. Donc, les données, c'est sympa, la presse en produit, en contenu, donc c'est formidable. Et puis, on ne connaît évidemment pas les mystères de l'algorithme, les arbitrages algorithmiques. Nous, on s'est lancé dans un combat cette année qui a été un combat très difficile parce qu'il a été mal compris, mais en même temps, on a été très ferme sur nos positions, qui étaient avec Wikipédia. Parce que Wikipédia, c'est super, c'est un projet collaboratif, il y a vraiment énormément de choses intéressantes dessus et de très grande qualité. Et puis, il y a aussi des gens qui prennent le contrôle de page et qui racontent n'importe quoi sur vous et qui vous empêchent de corriger et qui verrouillent les pages. Et en fait, on a constaté que Wikipédia avait une force extrêmement importante dans le poids algorithmique de Google et que en fait ce qui était écrit sur Wikipédia pondérait un peu les résultats et en fait nous on passait, enfin vraiment on avait en gros une bande de militants qui avaient pris le contrôle et qui nous présentaient comme des quasiment nazis. Enfin, c'était assez stupéfiant. Et donc on s'est lancé dans ce combat-là parce qu'on avait quand même un vrai souci et une vraie inquiétude pour l'avenir. C'est-à-dire que si les bases de données effacent les sites et que les arbitrages algorithmiques sont faits sur la base d'autres bases de données dont on ne maîtrise rien, et on ne connaît pas les algorithmes. Enfin, il y a un moment où les GAFAM nous en veulent. Enfin, là, on a quand même ce vrai problème, quoi. Il n'y a pas que les GAFAM non plus, parce que, par exemple, TikTok participe de ce mouvement-là, mais c'est côté chinois. C'était juste pour équilibrer la force des évidemment. frappes. Non, mais il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Mais donc oui, les IA, le groupe Le Monde a signé avec OpenAI, par exemple, et Perplexity, qui sont les deux principales IA du moment. Et donc, ça sera les médias français de référence qui pourront dire quelle est la vérité ou non, qui alimenteront les IA. Moi, ça me pose un peu un problème. Je pense que ça pose le même problème que la pluralité de la presse qu'on connaît depuis l'existence des kiosques. Donc, non, on n'est pas très content. D'ailleurs, nous, on a interdit le référencement de nos contenus. Évidemment, on le trouve partout à foison, sur tous les moteurs d'IA, malgré les balises d'interdiction de référencement. Donc, c'est encore un peu la jungle.
Après, on a conscience que ce sont des outils géniaux, ça nous aide vraiment pour faire de l'édition, c'est absolument extraordinaire. Enfin, on n'est pas buté borné sur ces technologies-là, mais une fois de plus, c'est une menace de plus qui vient s'additionner sur nous, indépendamment des bêtises aussi qui peuvent être produites à la chaîne. On a quand même l'impression que c'est finalement le deuxième mouvement, c'est-à-dire qu'on vient à peine de sortir de la compréhension de comment fonctionnait le numérique, on est déjà à n au carré, c'est-à-dire qu'on passe déjà à une autre révolution, donc c'est une révolution augmentée, si j'ose dire. Et c'est vrai que je vous rejoins sur la question de l'IAG, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont fantastiques et qui permet de... Tout le monde l'a utilisé, et je crois que il y a une dépêche qui paraît ce matin qui disait que 72% des journalistes utilisaient déjà de l'IA dans leur job, mais dans le même temps, on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire que le cadre est important, c'est-à-dire dans quel bassin on souhaite de nager, et là en l'occurrence on ne sait pas toujours, ou pas encore, en tout cas on espère avancer là-dessus, sur la connaissance sur lesquelles ces grands modèles de langage s'entraînent, c'est-à-dire comment ils collectent leurs données, sur quelle base de données ils travaillent, est-ce que finalement ils ont exactement les mêmes ressorts, qu'on espérait dans la presse. Le grand danger est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y ait qu'une seule version, c'est-à-dire qu'on n'ait pas ce pluralisme, on n'ait pas cette diversité, et qu'il y a un courant de pensée qui l'emporte, et puis ensuite un autre courant de pensée qui l'emporte et qui écrase le reste. Donc il faut retrouver absolument un cadre. Alors, il y a l'IA Act qui est quand même en train beaucoup de travailler sur ces questions-là, de tenter de caler un peu les choses en ordonnançant et en se disant également d'éviter tous les biais qui sont aussi compris à l'intérieur dedans, mais on voit bien que la position relativement oligopolistique, en tout cas clairement de ces grands acteurs de la techno, pose clairement problème aux plus petits ou tout simplement aux autres. Mais on a quand même l'impression aujourd'hui qu'on a deux puissances. C'est pour ça que je le disais, on a quand même d'un côté effectivement les GAFAM, mais on a ceux qu'on appelle les BATX, les Baidu, les Alibaba. Finalement, le modèle chinois aussi est très construit. Alors, il n'est pas ouvert pour nous, mais en l'occurrence, on voit bien qu'on a deux puissances et que l'Europe, elle est là à tenter de jouer sa partie. Alors, on est un peu en retard, on va dire, un peu à la bourre. Il faut se réveiller, il faut s'engager, il faut se bouger, il faut se mobiliser. Mais effectivement, on a quand même cette Europe à construire. On a bien réussi à faire le RGPD. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui a été beaucoup critiqué quand ça a été lancé. Et puis ensuite, d'autres pays sont revenus en se disant, finalement, c'est pas si mal cette protection des données, le fait que je ne fais pas ce que je veux, je pique pas comme je veux toutes tes données sans ton assentiment. Là, il y a quand même ici un acte à trouver, mais les enjeux sont grands et ça va surtout, peut-être c'est ça qui me marque le plus, ça va extrêmement vite. C'est certainement la rapidité à laquelle, en l'espace de moins de 2 ans, ChatGPT a été moins de 2 ans, oui, c'est ça. Tous les gamins ont déjà utilisé ChatGPT, quoi. Donc là, on parlait effectivement de l'enjeu de ce qu'on va donner à manger entre guillemets aux algorithmes, des contenus qui sont évidemment on n'a plus de pluralisme, oui. Mais il y a aussi ce sujet quand même de la désinformation, de la production industrielle des fake news via les IA génératives. Où là, est-ce que les médias n'ont pas un rôle à jouer en devenant finalement une sorte de tiers de confiance et de pouvoir en fait proposer au public, aux citoyens qui se trouvent finalement qui vont se trouver perdus quand même dans cet océan de la désinformation, une sorte de revenir finalement à l'ADN des médias, quoi. Enfin, je suis optimiste, mais... Non, c'est notre pari. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu ces dernières semaines circuler dans Google News, ou si vous avez un téléphone Android, souvent l'actu, vous voyez sur un gisement gigantesque d'hydrogène en France qui serait assis sur un tas d'or, etc. Ça, c'est un papier, alors je ne sais pas pourquoi, c'est une info qui a été générée par une IA et qui circule de site d'IA automatique en site d'IA automatique. Je ne sais même pas s'il y a des gens, s'il y a des humains derrière. Et ce truc fait des cartons absolus. On a vérifié, non, malheureusement, c'est pas vrai. Donc on peut faire des papiers en disant non, virgule, ceci n'est pas vrai, etc. Mais nous, on est un peu prudent sur le fact-checking et passer notre temps à aller débunker les infos et commencer des papiers en disant non, virgule. En fait, on ne se laisse pas non plus dicter l'agenda par les gens qui mentent. Enfin, il y a un moment où nous, on considère qu'on a une offre d'information qui est vérifiée, qui est solide, qui est interprétée, qui donne une lecture du monde.
et qui est fiable, et que donc si c'est pas chez nous, c'est que probablement que c'est pas vrai, c'est pas vérifié, ou en tout cas nous on n'a pas l'assurance de pouvoir y aller. Après on n'a pas la prétention à l'exhaustivité, mais on a quand même tendance à considérer que la marque média protège et labellise l'info par nature, et que plus le monde est compliqué, plus la marque média peut être une forme de refuge. D'accord. Et pour conclure, Gilles, peut-être faire le lien avec l'éducation aux médias, et Nathalie, je sais que vous êtes aussi bien engagée sur ce sujet, mais en préparant la table ronde, j'ai bien aimé cette partie, cet échange où vous me disiez qu'il ne fallait pas non plus tout demander aux journalistes, il faut aussi faire appel à l'intelligence des citoyens. Donc c'est cultiver ce regard critique, cet esprit critique qui a quand même un sujet important. Alors peut-être quelques espoirs sur l'IA. On a Mistral AI qui est potentiellement un champion français européen. Donc peut-être qu'on peut faire des choses bien avec eux et les privilégier grâce à la réglementation européenne qui peut-être un jour privilégiera autre chose, enfin privilégiera ces peuples et ces nations en se protégeant des autres, vraiment radicalement. D'autres sources d'espoir, c'est que les journalistes qui utilisent l'IA à 76%, donc, 100%. puissent, oui, 100%, puissent libérer du temps pour faire plus de journalistes de solutions, puisqu'ils nous disent ça prend plus de temps d'enquêter à la fois sur le problème et sur les réponses possibles. Donc si l'IA permet peut-être, et encore, le peut-elle, parce que rien ne remplacera le travail de terrain, on peut l'espérer à un moment donné. L'IA ne va pas aller sur le terrain, interviewer et enquêter et se rendre compte de la réalité des choses. Alors, on n'y est pas encore, même s'il y a des voitures Google qui circulent un peu partout dans les rues, mais juste pour prendre des photos aujourd'hui. Et des espoirs. Alors nous, on est en train de travailler avec University College of London sur redresser les biais de négativité des algorithmes. Alors, notre problème, c'est que l'IA est plutôt gentillette aujourd'hui. Hein, elle n'a pas l'air d'avoir des biais de négativité très importants, mais il faut qu'on est en train de creuser la question pour la nourrir de contenu et de contenu, enfin, quand les médias auront trouvé des accords satisfaisants, la nourrir de reportages journalistiques de solutions pour qu'elle puisse augmenter notre intelligence collective. Mais on va vous laisser, enfin on a un peu de temps de R&D là-dessus. Et sur l'éducation aux médias, oui, ce que je disais, c'est que souvent, nous, citoyens, sommes assez injustes à l'endroit des journalistes. Et c'est peut-être la notion de média qui pose problème. Parce que qui dit média ne dit pas média de qualité journalistique. Et qui dit journaliste dit personne formée, avec une déontologie, avec des chartes, avec de l'encadrement, etc. Donc il faut aussi qu'on apprenne, nous, citoyens, à distinguer les journalistes auxquels on demanderait tout, en fait, de ne pas être engagés, mais de l'être quand même, puisque les jeunes de moins de 35 ans pensent que c'est une bonne chose, semble-t-il, de s'engager, d'affirmer des opinions. Donc on est tiraillé en tant que journaliste entre des injonctions contradictoires. Et je pense que c'est aussi aux citoyens, et à nous de les aider, mais à faire la distinction entre un éditorialiste qui va délivrer une opinion sur un plateau télé, et qui va peut-être délivrer 10 opinions sur 10 sujets différents en 1 heure de plateau télé, d'un journaliste qui va avoir plus ou moins d'expertise, qui va se coltiner un travail de terrain et qui va délivrer une connaissance un peu plus fine qu'une simple opinion. Donc je crois que c'est le New York Times qui, une qualité de plus, en plus des jeux, qui sépare. Il y a un étage pour les éditorialistes et un étage pour les journalistes. Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Faudrait que j'aille vérifier. C'est ce que l'IA m'a confirmé aussi, mais est-ce vrai? On doit apprendre aussi à être, je ne sais pas si c'est du recul critique, oui, quelque part, de dire mais d'où parle cette personne? Et on voit sur CNews, sur BFM, des nouvelles fonctions qui ne sont ni journalistes ni éditorialistes, mais je sais pas, des sortes de conseillers en communication, d'analyse politique. Enfin, il y a des nouveaux titres qui sont apparus, voilà, de gens qui peuplent les plateaux télé sans être des journalistes. Et c'est peut-être là où il y a des choses à rééquilibrer, je pense. Nathalie, vous voulez dire quelque chose? Oui, je rebondirai sur la conclusion que je vous ai faite tout à l'heure et que je reprends et finalement qui résonne bien avec ce que vous avez tous dit, c'est qu'on doit vraiment bâtir une réponse collective. Clairement, les journalistes sont indispensables et les professionnels de l'information le sont. Mais le citoyen, c'est et en même temps, en fait, hein, le citoyen doit vraiment être engagé, éduqué
Et c'est cette éducation qui est fondamentale dans un cadre. Donc on a vraiment, c'est ensemble qu'on doit repartir à cette conquête de l'opinion, puisque c'était, je crois, exactement la question qui était posée. Mais c'est ensemble, avec des citoyens qui connaissent mieux, qui sont éduqués, avec des journalistes qui continuent à jouer leur rôle de tiers de confiance indispensable, et tout de même dans un cadre sur lequel on s'est tous entendus, sur lequel on a voté, on s'est entendus pour évoluer, et que ça ne parte pas effectivement dans tous les sens. Merci, c'est justement l'occasion de vous donner la parole pour des questions. Ah, pardon. Il y a une question. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Ça a été très inspirant, donc merci beaucoup pour ça. Et en fait, grâce à cet échange, je me posais la question sur le pluralisme politique, effectivement. Et c'est une question en fait qui me taraude depuis que je suis assez jeune, où de manière assez naïve, je me disais que, en fait, il n'y avait pas forcément. C'était à l'époque où je ne savais pas que justement il y avait différentes opinions, pas forcément que politiques, mais dans les différents médias. Et où je pensais qu'il était possible qu'il y ait juste un média qui puisse factuellement délivrer l'opinion de manière très brute, et que chacun, avec sa propre sensibilité, puisse la traiter, et qu'on n'ait pas forcément besoin de ce pluralisme du landscape médiatique pour se faire son opinion, parce qu'effectivement, on n'a pas forcément le temps de lire les différents médias. Et en fait, cette moyenne qu'on va personnellement se faire, elle peut pas forcément avoir lieu. Et donc, en fait, la limite, c'est que on se limite dans ses propres idées, son propre courant, et qu'en fait, on se cantonne à tel média qui, finalement, ne fait que galvaniser nos idées qu'on se faisait au départ. Donc, je sais pas, en fait, s'il y a vraiment une question là-dedans. C'est plus se demander si, en fait, ce serait juste possible d'avoir une information factuelle, purement objective, plutôt que ce pluralisme médiatique. Question facile, bien sûr. Il y a un mot, très brièvement, je pense que il y a des médias qui sont factuels, c'est les agences de presse qui, en tout cas, se sont fait comme spécialité d'être le plus factuel possible, parce qu'ils ont des clients, et leurs clients, ce sont les autres médias qui adaptent les contenus à leur ligne éditoriale. Donc il y a une forme de médias neutres et objectifs, même si, par exemple, on l'a vu récemment, l'AFP ou Reuters, toutes les agences ont aussi des petits problèmes parfois d'accès à l'information. On les accuse de ne pas être totalement objectives, et elles n'ont pas forcément les process qui permettent d'y répondre tout de suite. Bref, elles ont leurs petits biais aussi, même dans le choix des sujets, parce qu'il y a des éditeurs qui passent dessus. Donc oui, un média neutre, ça existe, mais un média neutre, ça n'apporte pas grand-chose, parce que ça n'apporte que des faits, sans l'explication qui va avec, sans la manière de l'inscrire dans une histoire plus large. Et en fait, on a quand même besoin de donner le sous-texte. C'est-à-dire que les faits, il faut les interpréter. C'est vraiment important. Et l'information, les médias, ils sont là aussi pour interpréter et de livrer les différentes interprétations qu'on peut avoir des faits. Et la pluralité, elle naît de la juxtaposition des différents médias. Tout le monde a un petit bout de la vérité, quand même. Et c'est la fin de... Internet a tué l'honnête homme. C'est-à-dire que le principe de l'honnête homme, c'était quelqu'un qui était capable d'entendre des idées différentes des siennes, et qui aimait toujours se confronter à la partie adverse, qui avait une forme d'élégance intellectuelle, presque un dandy de la pensée. Et en fait, Internet nous a complètement enfermés dans des bulles de pensée cohérentes et terrifiantes, parce qu'elles nous radicalisent. Et donc, il y a une nécessité d'avoir des opinions, et des opinions un petit peu diverses. Et le factuel, à mon avis, ne suffit pas. Voilà. Au fond, là. Ah, pardon. Bonsoir. Donc, merci à tous pour vos interventions. Moi, j'avais une question qui va également porter sur le pluralisme des médias. Vous l'avez dit, en France, on a une chance d'avoir ce pluralisme. Et pourtant, quand on compare et regarde certains classements, notamment de liberté de presse internationaux, on oscille entre la 20 et la 30e place, face à des pays nordiques notamment, qui trustent les premières places d'année en année. Donc la question, c'est plutôt que font-ils de mieux que nous? Que font-ils différemment? Et y a-t-il un lien
avec les questions de multipropriété. Et encore, on est obligé de dire un mot. Je vais être très bref. En fait, je vais dire un truc terrible. Heureusement qu'il y a des milliardaires en France pour financer la presse, parce qu'il n'y a plus de modèle. Donc, s'il n'y avait pas de milliardaires, il n'y avait plus de presse, il n'y a plus de pluralité. Donc, et il resterait les médias d'État. Voilà. Qui sont super aussi, mais qui ont aussi leurs biais, qui ont aussi leur... Et Mediapart. Et Mediapart, mais qui a aussi ses biais. Enfin, je ne veux pas... ne m'obligez pas à dire du mal des collègues, mais vraiment... donc, en fait... Oui, bien sûr que, évidemment, les questions de concentration, elles peuvent poser problème, mais l'État est lui-même propriétaire de beaucoup de chaînes, radio, studio, sans que ça n'émeuve personne. Donc, la concentration, c'est pas vraiment, à mon avis, la question. La question, c'est la solidité du modèle économique. Et en fait, quand vous avez un média qui gagne de l'argent, eh bien, vous avez un média qui est indépendant. Et quand vous payez mal vos journalistes, que vous ne savez plus comment vendre, vous courez après l'audience et que vous avez des journalistes qui se laissent corrompre, eh bien, évidemment, ça se passe mal. Mais donc c'est là. En fait, il faut assumer le fait que les médias sont aussi des produits éditoriaux qui sont très particuliers, mais ce sont des produits qui doivent être rentables. Ce sont des entreprises qui doivent être rentables. Si ces entreprises ne sont pas rentables et qu'elles se font piquer toute leur valeur ailleurs, eh bien, elles s'affaiblissent. Et elles deviennent pleines de biais et elles ont plein de problèmes. Donc je pense que voilà, on a cette nécessité de modèle économique qui est vraiment la clé de l'indépendance, de la confiance retrouvée. Et c'est ça l'enjeu du moment. Moi, je suis tellement contente d'entendre ça, et surtout de la part d'un journaliste, parce que combien de fois sur des plateaux j'étais la seule, l'économiste des médias de service, en disant « Ah, on me targuait récemment sur et Monsieur Bolloré », moi j'étais là, mais vous savez, sans ces milliardaires, donc rien que le fait de les appeler les milliardaires, ça a une connotation de fait de quelqu'un qui va avoir une incidence sur le contenu éditorial. Alors le problème, c'est que l'exemple que je vous donnais précédemment me met un petit peu en difficulté, mais ce que vous dites est vraiment fondamental pour moi, essentiel. C'est ce que j'essaye de dire maintes fois après maintes fois en essayant de comprendre justement, en décortiquant le modèle économique, c'est que si nous n'avions pas d'industriels ou tout simplement de personnalités qui étaient prêtes à investir finalement dans un produit qui n'est pas forcément hyper rentable, et il l'est d'autant moins quand il a de moins en moins de lecteurs, parce que moins vous avez de lecteurs, et ben moins vous avez d'annonceurs, et donc plus vous fragilisez votre modèle économique dans un univers archi-concurrentiel où Internet a multiplié cette possibilité que nous soyons tous, ce que je vous disais tout à l'heure, Elon Musk nous dit « We are the media », nous sommes tous finalement des médias, participent de cette concurrence, parce que la journée fait 24 heures pour tout le monde, et participent de cette concurrence que vont se livrer les médias entre eux. Et effectivement, les médias ont besoin d'une assise et d'un lectorat suffisant. Ils ont besoin des annonceurs également pour vivre, parce que personne d'entre nous n'est prêt à payer extrêmement cher. Pourquoi ? Et on en revient toujours à la base, et ce que vous disiez très bien, c'est que l'information de qualité, hiérarchisée, contextualisée, vérifiée, prend du temps, coûte cher à produire. Et nous, en France, 82% des Français ne payent pas pour s'informer. Donc le modèle économique, il est très en difficulté puisqu'il repose justement sur ces deux leviers qui sont d'un côté les annonceurs et de l'autre côté les lecteurs. Mais quand vous avez déjà les lecteurs qui ont pris l'habitude de considérer que l'information doit être gratuite, alors votre modèle ne repose plus que sur un seul pied, celui des annonceurs. Mais les annonceurs ne vont venir chez vous que si vous avez suffisamment de lecteurs. Et ce cercle vertueux fonctionne à fond les manettes pour les plateformes, parce que YouTube a 3 milliards de téléspectateurs, enfin d'internautes, parce que TikTok a déjà plus d'1 milliard alors que ça fait même pas 4 ans qu'il est sur la place de Paris, et vous avez etc. Donc on voit bien que la concurrence est très forte et très vive, et c'est vrai que le modèle économique des médias est très fortement fragilisé, et ça conduit évidemment à ce qu'il y ait une concentration de leur modèle, concentration des rédactions et concentration effectivement des capitaux économiques et financiers. Mais sans ces capitaux économiques et financiers, alors il n'y a pas suffisamment d'argent pour payer finalement des journalistes qui, eux, vont aller chercher de l'information, et on retombe cette fois-ci, non pas dans un cercle vertueux, mais dans un cercle vicieux. Donc trop longtemps, moi je trouve qu'on a très très mal communiqué sur finalement le modèle économique des journaux, parce qu'on n'a pas voulu dire que l'information est un produit. On a
considéré avec une notion belle, idéale, peut-être un peu élitiste, qu'elle l'information finalement n'était pas un produit, n'était pas une marchandise. C'est clair qu'elle n'est pas une marchandise comme les autres, hein, c'est un bien commun, mais néanmoins le modèle économique de l'entreprise, ça demeure un modèle économique qui doit rentabiliser, faire du profit. Donc la question de la concentration aujourd'hui devrait très rapidement se poser sur qui possède les grandes plateformes. Et finalement, on retrouve simplement quelques personnes qui sont bien plus puissantes que ceux qui, en France, possèdent les médias. Il est vrai que dans le débat, on est interpellé, la suspicion vient de la propriété des médias en France par les milliardaires. Oui. Mais il y a des milliardaires plus fréquentables que d'autres. Enfin, il y en a un, en l'occurrence, qui est peu fréquentable. C'est vrai. Mais tout le monde n'a pas le même comportement. Mais c'est tellement vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'on a justement, et je vais revenir un peu avec la loi et le droit, c'est-à-dire que normalement, il y a une séparation forte justement entre la rédaction et la propriétaire. Et ça, c'est là une loi. Et si la loi n'est pas appliquée, ou c'est les indicateurs aujourd'hui, et donc le dispositif de mesure anti-concentration, on le voit bien, ne fonctionne pas. Il est vraiment, il est très poreux. C'est une véritable passoire. Et ça donne la possibilité à celui qui a acheté les médias, à ce moment-là, d'avoir une inférence véritablement sur la rédaction. Mais c'est moins vrai sur d'autres propriétaires. Celui-ci, effectivement, dénote. Il est vrai qu'aujourd'hui, Le Monde, Le Figaro ou Le Point, on sait à peu près que les actionnaires n'interviennent pas, qu'il y a une indépendance éditoriale très forte. On est ici à TF. Peut-être qu'on va s'auto-censurer sur certains sujets, sur l'armement dans Le Figaro, sur Free et versus Bouygues dans Le Monde et encore. Oui. Mais d'où l'importance justement d'avoir un pluralisme, c'est-à-dire que si l'un se censure, l'autre ne va pas se censurer et de facto, moi, lecteur ou lectrice, je vais pouvoir trouver cette information-là. Et aujourd'hui, on est par exemple dans la maison de TF1, qui est une grosse rédaction, qui a un rôle fondamental dans notre pays et qui est possédée par un grand propriétaire. Donc on en revient à l'idéal peut-être de pouvoir prendre le temps de confronter des sources d'information, lire et Libération et Le Figaro par exemple, et l'Humanité dimanche et Le Point. Le Point d'abord. On prend une autre question ? Bonsoir. Alors, étant un ancien de Prisma Media et ayant vécu le rachat par Vivendi, j'allais vous poser à l'origine la question et votre opinion sur la concentration des médias. Aujourd'hui, du coup, je suis plutôt chez Caféine, donc, qui est un autre business model que normalement vous connaissez aussi, donc qui n'est pas un acteur média direct. J'ai pu aussi voir du coup des différentes explorations de newsletters payantes, d'exploration par verticale, qui finalement ne sont pas forcément des approches technologiques, mais des approches plus éditoriales. Et je me demandais quel était votre regard aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup d'explorations en ce sens-là, qui n'ont a priori pas encore fait de très grandes preuves, en tout cas à l'échelle d'un grand groupe, mais plutôt sur des plus petits médias. Donc un peu comment vous voyez ça dans l'évolution sur les prochaines années? Nous, on regarde ça évidemment avec intérêt. Il y a des médias américains qui sont montés là-dessus. Je pense à The Free Press, qui était une émanation de gens qui avaient été un peu malmenés dans des grands médias américains. Alors après, il y a une question de marché. C'est-à-dire que le marché américain permet à des journalistes de se lancer comme une marque à part entière et d'avoir une newsletter. Et en plus, il y a une culture américaine du journaliste qui est absolument formidable, où vous avez des journalistes qui vont vous parler à la première personne sans que ça ait l'air prétentieux, qui vont vous raconter les coulisses de leur propre enquête. Enfin, ils ont vraiment une culture très très puissante là-dessus, et ça marche très bien. En France, on voit émerger ce genre de choses. Pour l'instant, c'est compliqué. Je n'ai pas connaissance de newsletter payante, grand public, qui soit rentable et qui, en tout cas, permette à son créateur de vivre. Mais les médias sont tous en train de penser de plus en plus fort, les médias mainstream installés dont nous faisons partie, pensent énormément à la question de l'incarnation et à la question de la place du journaliste dans la manière de délivrer l'info. Et donc, on voit, on a des newsletters, on met la tête du journaliste, on lui demande d'écrire « je » à la première personne, ce qui, en général, le met en PLS parce que c'est interdit, c'est vraiment... c'est un crime, c'est presque un péché d'orgueil, donc il faut presque les brutaliser pour avoir des textes à la première personne, mais ça marche. Donc il y a de l'espoir, mais je ne sais pas si le marché francophone, pour l'instant, et vu la propension assez faible des Français prêts à payer pour prendre l'actu, je ne sais pas si on arrivera à un modèle large et viable. Voilà. Mais je pensais aussi à Caféine,
c'est-à-dire la banque de stock, si j'ose dire, à laquelle il y avait énormément de journaux auxquels on pouvait accéder pour une somme maudite de 10 ou 15 euros, et on avait 1500 ou 2000 titres, c'est bien ça, hein, d'accord. Eh bien, évidemment, alors côté lecteur, c'est fantastique. Par contre, j'ai pu en discuter avec pas mal de propriétaires de médias. Ils trouvent ça beaucoup moins fantastique que je puisse accéder uniquement pour 12 euros à 2000 titres. Ils s'arrachent les cheveux sur la taille évidemment sur le modèle économique. On en revient à la taille de marché qui reste une problématique, qui est évidemment grande, mais ça a toujours été le problème des Français. Enfin, en tout cas depuis les années 80. Oui, parce que dans les années 70, on avait quand même un François à près d'1 million de titres, mais on n'en est plus là, quoi. Merci. Je sais que merci déjà pour toutes ces questions. Je crois qu'il y en a encore, mais ce que je vous propose, c'est qu'on poursuive les échanges et les questions autour du cocktail. Donc, merci à tous. Un grand merci à nos invités, Guillaume Caline, Nathalie Sonac, Gilles van der Potten, Solène Nicolas et Clément Pétro, pour votre participation. Merci beaucoup. Et avant de passer au cocktail, je vais proposer à Emmanuel Dupeux, le président d'Alumni, des présidents des études du réseau Alumni, et Mathieu Bonamy, le responsable d'Audencia Alumni, de nous rejoindre pour un petit mot de clôture. Bonsoir à toutes et à tous. Non, vous avez... Pas de souci, on va s'adapter. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup. Je vais commencer effectivement par les remerciements. J'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Emmanuel Dupeux, à qui je vais laisser la parole. Emmanuel Dupeux, pour les habitués de la conférence inspirante, il était déjà sur scène lorsque nous avions fait la conférence sur les neurosciences en compagnie de Lionel Nakache. Il est présent également aujourd'hui en tant que président d'Audencia Alumni, nouvellement élu. Donc c'est une première intervention avec cette casquette pour lui au cours de cette conférence inspirante. L'occasion effectivement de vous le présenter, d'avoir également un mot de remerciement à l'égard de Flavie Laure pour ses 6 années d'engagement en tant que présidente du réseau, et donc à qui Emmanuel succède aujourd'hui et à qui j'ai le plaisir de laisser la parole. Ah ouais, alors là, c'est à prendre la parole après ça. Ça marche. Ok, donc c'est pas évident. Alors, je dirais que tout le monde se dit « Oula, alors attends, il y a un nouveau qui arrive, je vais regarder sur les médias, Le Point, non. » Ils ont fait le choix de prendre une autre tête d'affiche qui a le vent en poupe en ce moment. TikTok non plus, l'équipe non plus, ça m'aurait intéressé. Ça m'aurait peut-être permis d'aller à Munich la semaine prochaine. Non, mais je vous assure, c'est pas une fake news, et celle-ci, elle est gratuite. Donc oui, je suis bien le nouveau président d'Audencia Alumni. Je suis la nouvelle Flavie, en effet. Alors, déjà, je ne veux pas commencer ce mandat sans la remercier. Malheureusement, elle n'a pas pu venir ce soir, mais il n'en demeure pas moins que j'aimerais qu'on l'applaudisse tous, parce qu'en fait, elle est quand même restée 6 ans à ce poste-là, et c'est beaucoup d'investissement. Enfin, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'abnégation, et tout ça pour vous. Donc si on pouvait applaudir Flavie, même si elle n'est pas là, ça m'irait bien. Alors, en fait, en définitive, on se dit oh là là, mais qu'est-ce qui amène quelqu'un à faire ce choix-là ? Je dirais, on parlait d'inspiration. Et ben en fait, je pense que chacun et chacune, il faut qu'on ait en tête que notre rôle dans cette grande famille, c'est d'inspirer en fait les étudiants qui seront en fait les alumni de demain. Quand nous, on sera, comme je commence à l'être déjà, de vieux alumni, il faut tendre la main à tous ces étudiants et tous ces nouveaux alumni pour les emmener et justement leur donner les clés de lecture, je dirais, pour la vie qui change très vite, comme on peut le constater, comme on l'a évoqué. Donc, Vincent tout à l'heure disait qu'on s'attaque à changer le modèle. Donc en fait, ce modèle il ne sera pas sans vous. Donc quand on voit plein je dirais, de moments inspirants, n'hésitez pas à venir nous y rencontrer, parce que moi j'y serai. Aux Euros, j'y serai le 17, si vous voulez, n'hésitez pas. On a besoin de vous, et franchement, je n'investirai pas tout ce temps
si moi j'avais pas besoin d'Audencia, si j'y trouvais pas mon compte. Donc franchement, venez à des événements, tendez la main à des alumni et à des étudiants, et vous verrez en fait ce que vous donnez, vous le récupérez au centuple. Donc voilà, je pense que tout le monde a soif et tout le monde a envie de prendre le cocktail. Donc merci encore. Et quand je vois la qualité des échanges et la qualité des questions, je suis très fier de faire partie de cette famille et de travailler au quotidien pour vous. Donc voilà, merci. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel, effectivement c'était un événement extrêmement inspirant et ça m'amène moi aussi à adresser des remerciements à l'ensemble des parties prenantes de cette soirée. Merci bien évidemment à nos intervenants ce soir, speakers, merci pour votre temps, pour votre expertise et ces partages qui ont été riches. Un grand merci également à Estelle qui était à l'animation et à la baguette de l'ensemble de cette conférence inspirante. Merci. Pour la deuxième année, puisque c'était déjà le cas également l'année dernière pour la conférence sur l'intelligence artificielle. À la Tour Eiffel. Je voudrais également avoir un message de remerciement pour les équipes là, de TF1 Factory, ainsi que de l'atelier Transmédia qui sont avec nous et de Caroline Bleu ce soir. Un message de remerciement pour l'ensemble des équipes du staff d'Audencia présentes ce soir. Et puis, bien évidemment, un remerciement tout particulier pour Alexis Graff du côté du pôle événementiel qui était en régie ce soir pendant la conférence et qui œuvrait côté école. Et puis également une attention toute particulière pour l'ensemble de l'équipe Audencia Alumni, du pôle Alumni avec lequel j'ai le plaisir de travailler au quotidien. Je vais me lancer dans un exercice difficile, Vincent, je vais les nommer parce que c'est important et je vais prendre ce risque-là. Je voudrais remercier Katie, notamment qui est restée à Nantes, ainsi que Pauline et Séverine et Uwe. Un remerciement également pour Sissi, Laetitia, Nouchad, Alban présents là. Et puis Vincent le précisait tout à l'heure, côté alumni, l'événement a été piloté de main de maître une nouvelle fois par Sixtine. Donc je voudrais là aussi les remercier, qu'on les applaudit tous. Vous remerciez vous aussi diplômés pour cette belle soirée. La force du réseau, elle ne demande effectivement qu'à s'intensifier. On vous donne rendez-vous à Nantes pour les concours, à Paris au sein de la Maison des Diplômés par ailleurs, si vous souhaitez. On fera un plaisir de vous accueillir au sein de cet espace de coworking. Nous allons poursuivre les échanges au cours du cocktail qui est à suivre et au cours duquel se dérouleront différentes animations, notamment un fond vert dont je suis persuadé qu'il fera un tabac par la suite. Avant de partir, néanmoins, un petit message, puisqu'effectivement, on va immortaliser le moment avec une photo. Et donc, j'ai le plaisir de passer la main à un habitué de cet exercice, qui est Frédéric Sénard. Ça fait maintenant quelques années qu'il coordonne notamment le fameux lancer de chapeau que vous avez tous connu en tant que diplômé. Hier en Amphi Élie de Nantes ou alors dans différents campus de l'école à la Cité des Congrès, aujourd'hui au Zénith pour des cérémonies de remise des diplômes toujours plus importantes. Donc je vais lui passer la parole. Avant ça, il me reste à vous remercier. Au plaisir d'échanger avec vous par ailleurs. Encore merci à toutes et à tous. Au plaisir d'échanger sur les contours de ce que sera le futur de l'école et du réseau dans le cadre du plan stratégique pour ce que nous a annoncé également Emmanuel. Et je vous dis à très bientôt. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je vais vous demander de vous lever pour faire cette fameuse photo finish. Et en régie, si vous m'entendez, si vous pouviez couper les projecteurs qu'on a de face. Devant, d'accord. Ce serait sympathique. Ouais. Et puis éclairer plutôt la partie publique. Alors, on va vous demander de vous resserrer sur la partie centrale, s'il vous plaît. J'ai encore le micro. Si, c'est toi. Je peux. Voilà, nous sommes sous les ordres de Caroline. Non, derrière. Ah oui, non. Il manque un peu de lumière, on les bouge trop. Elle n'est pas du tout éclairée.
Est-ce qu'on peut éclairer un tout petit peu le premier rang en régie? Ou c'est trop compliqué? Bon, voilà, alors, le flash, quoi. Ok, on y va, vous êtes prêts? Tout le monde est concentré. Oh, vous imaginez pas que vous êtes impressionnant. Ouais, super, des beaux sourires, génial. Je vais lancer un petit décompte parce que j'adore faire ça. Et puis vous allez faire un truc sympa pour faire une photo fun. Hein? Allez, 3, 2, 1. Ouais, ils sont sages. Ouais, ils sont sages. Vous avez perdu l'habitude, les gars. Merci beaucoup. Je crois qu'il n'y aurait pas la main dans le mec.